Bonjour tout le monde. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là et d'avoir la curiosité et l'intérêt pour cette recherche. Les dominantes planétaires déterminées à partir des biographies sont des cibles que devraient atteindre les dominantes planétaires calculées d'après des règles déterminées uniquement à partir des thèmes astrologiques. J'ai trouvé une façon de déterminer la dominante planétaire à partir des biographies. Donc, quand je dis que la dominante à partir de biographie est une cible, c'est ce qu'une bonne méthode de la dominante devrait atteindre. C'est aujourd'hui une présentation en 12 étapes. Donc, notre but ultime, c'est d'identifier la combinaison de règles astrologiques qui va nous permettre d'arriver aux dominantes biographiques, uniquement à partir du thème astrologique. On va d'abord réfléchir ensemble pour voir à quel point la dominante planétaire est importante dans l'analyse d'un thème. André Barbeau est probablement l'astrologue contemporain qui a le plus souligné et expliqué l'importance de la dominante pour l'interprétation du thème natal. Il a affirmé que la dominante n'est rien d'autre que le premier facteur en puissance, celui qui prime, celui qui a le plus de relief. La première opération de l'interprète consiste donc à trouver cette dominante. La recherche de la dominante est la clé de voûte de toute l'interprétation. On va commencer avec un exemple. Vous voyez à l'écran, donc, un thème astrologique de quelqu'un connu. Là, maintenant, je vais vous proposer un jeu, tout en étant conscient que vous ne pourrez pas donner votre mesure puisque je vous fais ça en quelques minutes. Et c'est très long à analyser un thème, normalement. Je vous mets les aspects. Je vous demande peut-être d'écrire ce qui va vous venir à l'idée. Et Marie-Christiane pourra le partager avec nous. Évidemment, en passant, si vous avez déjà reconnu cette célébrité, ayez l'honnêteté de ne pas jouer parce que ça fausserait la recherche à l'aveugle que je propose au groupe. Je vais attendre quelques interventions avant de passer à la suite. Évidemment, ça peut être fragmentaire, des choses, des flashs que vous avez. Allez-y spontanément. Et surtout, est-ce qu'on peut porter des jugements psychologiques sur ce thème ou encore trouver pourquoi cette personne serait connue, par exemple? J'ai Sébastien Michel qui nous indique intensité, perce les secrets, fascine et hypnotise. Évidemment, avec un Pluton à l'ascendant. Ah oui, oui, oui. C'est lui qui a dit avec Pluton à l'ascendant ou c'est toi qui le déduis? C'est moi qui le rajoute. Probablement que c'est... Écoute, là, on n'a pas beaucoup de temps, ça aurait été intéressant de savoir pourquoi il dit ça, mais OK, c'est ça que je veux. Je veux des jugements psychologiques. J'ai les commentaires de Marc Brun, parle d'une personnalité énigmatique, intuitive. Ensuite, il y a une personne, Uranie, qui se risque à parler d'un artiste. J'ai Louise, ça pourrait être Mesmer. Ah oui. Mais si je me permets un commentaire, évidemment, c'est quelqu'un de très combatif, avec un rayonnement, mais une combativité, il y a une énergie avec Mars Scorpion, avec le Soleil Poisson. Ici, j'ai Dany qui me parle d'un côté sportif marqué par Mars en fond de ciel et Pluton à l'ascendant. Oui. J'ai Carole Meyer qui nous dit a du pouvoir, effectivement, même à l'étranger, autorité dans les domaines idéologiques. J'ai Mario, personnalité flamboyante par des aspects dirigés vers l'ascendant et Pluton. J'ai explorateur, écrivain, mystère. C'est les commentaires que j'ai à date. C'est au-delà de mes espérances. C'est merveilleux. Vous participez. Je suis très content. On va aller voir maintenant son thème. Je vais cliquer sur ici le symbole de tous les aspects. Donc, on va retrouver ce que vous aviez à l'écran il y a quelques minutes. Vous avez remarqué que quand j'ai cliqué sur tous les aspects, ça fait apparaître du texte à gauche, dans une fenêtre à gauche.
On va reparler plus loin de ces textes-là. On va analyser ce texte avec une sorte de comptabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui va le faire, c'est Mastro, qui va vous donner des mots classés par ordre d'importance. Donc, les premiers mots qui vont apparaître sont les plus significatifs. Attention, je clique sur l'analyse rapide et le premier mot qui apparaît, c'est l'ambition. Effectivement, on trouve souvent ce mot chez les célébrités, évidemment. Ensuite, on a art, délicatesse, puissance, instabilité, ardeur, pouvoir, générosité, austérité, sobriété, rupture, autorité, audace. C'est très éclaté pour l'instant parce que ce n'est pas une analyse structurée. L'analyse structurée, c'est l'autre bouton ici qui s'appelle analyse. On la verra tout à l'heure. Prenons un mot. Par exemple, je me mets sur le mot austérité. Vous voyez qu'en le sélectionnant, en haut, à gauche, apparaît une signature, c'est-à-dire d'où vient le mot austérité dans ce thème. Et donc, c'est un merveilleux outil d'apprentissage aussi pour un débutant. Donc, pourquoi le mot austérité? Parce qu'il a Vénus en Verseau au sesquicarré de Saturne, donc du détachement. Jupiter en Bélier opposé à Saturne, donc de la sévérité, une certaine rudesse. Saturne, Balance, conjoint à la Lune, ça c'est de la sobriété, du sérieux, de la rigueur, etc. Voici le portrait structuré, c'est-à-dire obtenu avec l'autre bouton. Cette fois-ci, vous avez les mots, vous avez deux niveaux. Les mêmes mots qu'on vient de voir, mais cette fois-ci, ils sont organisés, c'est-à-dire que sous chacun des mots, il y a d'autres mots qui viennent se placer en décalage à droite, comme pour former un arbre à deux niveaux. Par exemple, dans art, on a sensibilité, beauté, esthétique, musique. Tous les mots qui sont là sont justifiés par des signatures astrologiques. Et plus les mots sont hauts dans la liste, plus la signature est grosse. Et là, maintenant, les mots sont regroupés, ce qui permet plus de cohérence que tout à l'heure où tout était éclaté. Et ainsi de suite. Alors, je vous laisse lire un peu. Vous allez reconnaître beaucoup des choses que vous avez dites. Par exemple, on a évoqué son autorité, sa puissance, à cause de ce Pluton, entre autres. Autoritarisme, brutalité, joie, anticonformisme, instabilité, austérité. Ça n'a pas été évoqué, mais il y a beaucoup d'austérité dans le thème, etc. C'est très difficile de se faire une idée, juste avec ça, de à qui on a affaire. Maintenant, on va considérer la dominante. Le portrait qu'on vient de voir a été fait sans dominante. Tout le monde a compris que toutes les planètes étaient d'importance égale dans ce portrait. Comme je fais depuis quelques années, que j'utilise Mastro comme complément. Lui, Mastro, il met tout égal. Mais c'est sûr que quand on fait le thème soi-même, sans l'aide de l'ordinateur, il y a des planètes qui nous frappent plus que d'autres. Donc, on fait une sorte de dominante intuitivement. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Si je travaille avec la dominante, peut-être que le portrait va se préciser. Et c'est le but de l'exercice. Donc, je vous redonne le thème. Et pour trouver la dominante, il y a beaucoup de principes qu'on va voir aujourd'hui. On pourrait dire que, bon, premièrement, c'est le maître de l'ascendant. Donc, le soleil, en maison 8. Et c'est peut-être pour ça qu'on a fait on a parlé de mystère. Le maître d'ascendant est possiblement un des critères de la dominante. Enfin, c'est le critère le plus célèbre. Pour ces critères, on ne peut pas non plus passer à côté de Gauquelin, même si c'est sorti de son contexte. En effet, Gauquelin, vous savez, n'utilisait ni le zodiaque, ni les aspects, parce qu'il n'avait pas réussi à démontrer la validité statistiquement du zodiaque, des signes et des aspects. Il faut dire qu'il ne disposait pas des outils qu'on nous avons présentement pour faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la puissance de calcul des ordinateurs actuels, puis il n'y avait pas non plus accès à toutes les données qu'on a maintenant, soit sur AstroThem ou sur ADB, AstroDataBank, puisque lui-même était le pionnier de leur création. Comme vous savez, il a passé une quarantaine d'années à collecter plus que 100 000 données de naissance. Donc, si je reviens à la dominante, les positions sensibles de Gauquelin, je vous le rappelle, sont primordialement proches de l'ascendant
Donc, je vais les pointer ici. Et proche du milieu du ciel. Et secondairement, le descendant, il fonctionne, mais beaucoup moins fort. Donc, du côté de la maison 1 et de la maison 10, ça s'étend environ à 10 degrés, ce qui est à peu près l'orbe de la conjonction aux angles. Alors, 10 degrés ici, donc le Pluton serait important d'après ce qui était là. Et en maison 10, il n'y a rien. Mais là, ce qui est très surprenant, c'est que du côté des maisons cadentes, 12 et 9, ça, c'est surprenant. Je le sais, ça gêne beaucoup d'astrologues. La position d'une planète est très forte dans ces deux maisons au complet, selon les travaux de Gauquelin. On va y revenir. Évidemment, quand il y a de la répétition, si par exemple le Soleil maître d'ascendant était en maison 9 ici, on aurait deux critères. Et si je me fie surtout aux critères gauqueliniens, on aurait trois choix. Principalement Jupiter, qui est en maison 9, et secondairement Uranus, qui est sur la cuspide de 12, et Mercure également, qui est sur la cuspide de 9. On va voir qu'il y a d'autres critères, comme par exemple les planètes qui font un grand nombre d'aspects. On appelle ça l'activité de la planète. Donc, les planètes qui font un très grand nombre d'aspects sont des candidates à la dominante, ainsi que les planètes qui font des aspects à la Lune. Uranus rencontre ces conditions. C'est-à-dire que si j'isole Uranus, regardez le nombre d'aspects, je parle d'aspects ptolémaïques majeurs, là. Uranus, un sextile, un carré, un trigone et deux carrés à Lune et à cet amas ici. Donc, beaucoup d'aspects. Et en plus, il fait un carré à la Lune. Uranus, carré, Lune. Donc, à ce titre-là, on va voir plus loin que le modèle de la dominante, que j'ai appelé la dominante certifiée, donne effectivement Uranus comme dominante pour ce thème astrologique. Donc, c'est Uranus. On va retourner dans Mastro. On va voir comment on va gérer la dominante dans Mastro. Comment on va faire à Mastro? Vous allez voir, c'est très simple. Même les gens qui ont Mastro vont pouvoir faire ce que je vais vous montrer dans une minute. Comment on fait pour faire jouer à Uranus le rôle de dominante? Si on a déterminé que c'était Uranus qui devrait jouer le rôle de dominante, bien, tout simplement, on refait tous les aspects qui génèrent des mots. Et comment on va amplifier Uranus? En lui créant des doublons. Pour ça, je vais placer la souris sur Uranus une fois. Regardez bien qu'il y a des mots qui vont s'ajouter. Avez-vous vu à gauche? Les textes d'Uranus viennent de se doubler. Et je le mets une deuxième fois et je viens de créer encore deux doublons pour les textes d'Uranus. Et c'est ça le truc pour booster la présence d'Uranus. C'est ma façon de dire à Mastro, je veux qu'Uranus soit la dominante. Et ensuite, je refais l'analyse. Et là, on va avoir une amplification, évidemment, des mots à propos d'originalité. Ça va être beaucoup plus prononcé puisqu'Uranus est accentué. Effectivement, vous n'êtes pas surpris de trouver liberté et anticonformisme en haut de la liste. Si je clique sur anticonformisme, la signature sera composée de Mercure, carré Uranus, Vénus, sesqui carré Uranus, Uranus, Lune, etc. Et il y aura de la répétition, bien sûr, puisque j'ai cliqué deux fois sur Uranus, mais c'est pour ça que le mot est boosté. Donc, les mots qu'on trouve cette fois-ci sont liberté, en haut de la liste, anticonformisme, originalité, humeur changeante, révolte, indépendance, imagination, rupture. Ils ont tous une petite saveur uranienne. Opposition, innovation, instabilité, invention, ils sont montés au sommet de la liste. Qu'est-ce qu'on peut penser d'après ce qu'on voit là? Et là, on va regarder l'analyse de Mastro sur deux niveaux. Voici l'analyse à deux niveaux de ce personnage si je tiens compte de sa dominante uranienne. Voici ce qu'on trouve. Vous voyez que le portrait a pas mal changé, hein? On retrouve les mêmes mots comme l'art, mais l'art a descendu. On retrouve l'austérité, mais la puissance est encore là, mais l'ordre est important. Je vous laisse examiner ça un peu et réfléchir et essayer de voir à qui ça pourrait vous faire penser. Là, vous avez vu, je n'ai pas les signatures astrologiques, mais on va y arriver plus loin. Donc, on peut lire donc imagination, qui regroupe originalité,
invention, caprice, fantaisie, extravagance, créativité, résolution de problèmes. Et tout de suite après des ruptures, avec indépendance, conflit, et après ça, l'opposition, révolte, critique, conflit, contradiction, combativité. Puis un peu plus loin, la combativité avait été évoquée tout à l'heure par plusieurs personnes d'entre vous. On retrouve le mot austérité, avec sérieux, rigueur, sobriété, rigidité, rudesse, exigence. Évidemment, à force de travailler avec cet outil, on finit par développer une habitude. Ça fait des années, moi, que je travaille avec ça, puis un tel outil avec des mots me parle autant que le thème astrologique qu'il y a derrière. Donc, à qui ça pourrait nous faire penser? Allons-y, Christiane, je t'écoute. J'ai Didier Raoul qui est suggéré par Suzy. Tu veux Oui. qu'on se commette sur une personnalité? Soit sur un nom ou sur un métier. Mais ici, il y a une suggestion comme personnalité politique. Ça peut être un révolutionnaire Ouais. s'il fait de la politique. Ouais. Mais par contre, il y a des choses ici comme originalité, invention, caprice, fantaisie, extravagance, créativité, résolution de problèmes, austérité, sérieux, rigueur, qui est rarement rencontré chez les hommes politiques. Est-ce que c'est un Québécois? Innovation, c'est un français. Innovation, originalité, invention, changement, créativité. Uranie questionne, est-ce que ça peut être un mystique? Et Suzy, médecin cheval fou, un rebelle? Parce que déjà, quelqu'un avait proposé un médecin, mais ça te prend un médecin qui, effectivement, respecte, je ne sais pas s'il va respecter qu'il faut qu'il soit marginal ou anticonformiste. Carole parle d'un scientifique chercheur. Donc, un scientifique chercheur anticonformiste en révolte. La réponse a déjà été donnée du premier coup. C'est un scientifique, c'est un savant connu dans le monde entier. C'est Didier Raoult. C'est la première intervention qu'on a eue. Liberté, anticonformiste, invention, c'est un inventeur. Il y a plusieurs brevets, mais en même temps, il est dans la... C'est sûr que c'est un excentrique. Puis en même temps, chez lui, beaucoup d'austérité, de la rudesse. On connaît bien. En tout cas, ce portrait colle beaucoup plus. Les traits de personnalité, à mon avis, collent très bien, beaucoup mieux qu'au début. Au début, on ne savait pas trop si c'était un artiste et tout. Alors, les principes pour établir la dominante. Avant de donner des règles, on va d'abord énoncer des principes, avant de donner des règles. Ça, c'est le principe le plus important. Puis on a tendance à l'oublier. Plus une configuration est spécifique à l'instantanéité de la naissance, à l'intersection précise de son lieu et de son moment, plus cette configuration signe l'individu. Il faut donc d'abord chercher les facteurs les plus fugaces, c'est-à-dire les facteurs rapides. Ça veut dire que ça relègue au second plan des facteurs comme les planètes en domicile ou en exaltation. Puisqu'une planète reste longtemps en domicile ou en exaltation, à moins que ce soit la Lune, là, on comprend que la dominante, c'est quelque chose qui doit être variable au fil des heures dans une journée. C'est ce qui vient préciser le portrait un peu, de la même façon qu'on dit souvent que l'heure de naissance est très, très importante parce qu'elle détermine l'ascendant qui particularise les sujets. Mais la dominante aussi particularise les sujets. En effet, la dominante peut changer plusieurs fois dans une journée. C'est ça qui est intéressant. La dominante, justement, c'est ce qui fait bouger l'interprétation au même titre que l'ascendant. On est tous conscients, évidemment, que quand on fait la domification, que ça change le portrait à l'intérieur d'une journée, mais la dominante aussi. Cette identification est donc liée avec les angles, ainsi qu'avec les aspects que les angles font. Parce que les angles, ça bouge vite. Ça inclut aussi, en effet, les aspects aux angles qui se font et se défont rapidement à cause de leur mouvement rapide, évidemment dû à la rotation de la Terre. En effet, on sait que l'ascendant et le milieu du ciel balaient en moyenne un signe aux 2 heures et passent donc d'une demi-heure à l'autre par toutes sortes d'aspects avec toutes les planètes. Ce sont les facteurs de naissance les plus spécifiques et les plus fugaces. On constate depuis longtemps la prééminence des planètes situées jusqu'à 10 degrés avant ou après l'ascendant et le milieu du ciel. En réalité, c'est plus que 10 degrés. Tout à l'heure, je vous parlais des maisons Placidus, je ne l'avais pas dit, mais c'était Placidus. 12 et 9 au complet.
Pourquoi Placidus? Ce n'est pas parce que je préfère Placidus. Personnellement, j'interprète plutôt avec coche ou en maison égale à partir de l'ascendant. C'est parce que la présence des planètes, ça c'est super important, c'est la définition du système Placidus. Placidus a créé son système pour ce que je vais vous dire. C'est que la présence des planètes dans les maisons Placidus est équiprobable, c'est-à-dire que le temps de passage des planètes en maison Placidus est égal d'une maison à l'autre. Et c'est pour ça que Gauquelin était parti des maisons Placidus pour créer son système de division en 36 secteurs où chaque maison était divisée en 3. Depuis les travaux de Gauquelin, on sait maintenant que l'ordre de la conjonction aux angles après le lever ou après la culmination doit être nettement supérieur à 10 degrés. Après le lever, c'est en maison 12. Après la culmination, c'est en maison 9. Quand je dis supérieur à 10 degrés, ben, c'est carrément toute la maison Placidus. Avec prééminence au centre. Le pic est au centre de la maison. C'est maintenant un fait établi rigoureusement qu'une planète est forte dans toute la maison cadente 12. En premier, au-dessus de l'ascendant, et en second, presque ex aequo, dans la maison cadente 9, après son passage sur le milieu du ciel. J'ai longtemps cru que c'était 30 degrés. Beaucoup de gens disent 30 degrés, mais c'est non. Si je relis Gauquelin, en fait, on doit considérer la maison Placidus au complet avec un pic au milieu. Donc, 30 degrés, c'est juste une approximation. Ainsi donc, selon Barbeau, la conjonction d'une planète à l'ascendant au milieu du ciel passe en tête de classement, avec une puissance probablement encore plus grande si cette planète aspecte les deux angles. Je vous dis, c'est selon Barbeau. Ce n'est pas forcément la conclusion de notre étude, mais c'est un très bon point de départ au niveau des principes. Si on ne dispose pas de cette première situation de conjonction à l'ascendant au milieu du ciel, d'après Barbeau, la deuxième option de détection serait de considérer un autre type d'aspect majeur à l'ascendant au milieu du ciel. Donc, un trigone, un sextile, un carré, une opposition. Une troisième option peut être une planète en aspect avec les deux luminaires. Moi, j'ajouterais de préférence, je dirais la Lune, puisqu'un aspect au Soleil va durer beaucoup plus longtemps. Trop longtemps pour être considéré comme un facteur fugace. Un aspect à la Lune va se défaire plus rapidement à cause du mouvement de la Lune d'1 degré aux 2 heures. Notons que ça peut ou non se produire en même temps que la deuxième option. C'est sûr que les critères s'additionnent. C'est sûr qu'il peut y avoir superposition des options. Une quatrième option est liée à la domification, et pas seulement en termes de la règle classique du maître de l'ascendant. C'est sûr que le maître de l'ascendant est censé être très important d'après la tradition. Calcul de la dominante. Est-ce que c'est possible de calculer la dominante de façon numérique? Barbeau, évidemment, s'opposait à ça, comme on va le voir tout à l'heure. Plusieurs astrologues ont proposé des méthodes pour trouver la dominante planétaire en se basant sur les principes qu'on vient de voir et en les appliquant ces principes à l'aide d'un calcul numérique. Ce que Barbeau a toujours refusé de faire. Ces méthodes numériques permettent de faire ce qu'on appelle un calcul de la dominante. Cette façon de procéder n'est pas récente. Le calcul de l'almutène date du Moyen Âge. Au 20e ainsi qu'au 21e siècle, c'est encore très courant. On peut penser par exemple à Alexandre Volgin, Jean-Pierre Nicolas plus récemment, et à plusieurs autres. En réalité, la plupart des grands astrologues ont créé un système de la dominante. Il y a des dizaines et des dizaines. J'ai été très surpris de voir à quel point il y en a un grand nombre, qui souvent appliquent les mêmes principes, mais de façon différente d'un système à l'autre. Voici le fameux livre de Volgin, le fameux maître de la nativité de Volgin, avec des calculs très complexes pour arriver à la dominante. Deuxièmement, voici le grand livre de l'astrologue Jean-Pierre Nicolas, où on trouve également une méthode complète pour le calcul de la dominante planétaire. Et il y en a plein. Ces méthodes attribuent des poids numériques à plusieurs facteurs et appliquent des règles permettant de faire un calcul de la dominante. Par exemple, les 3 tableaux numériques suivants ont été créés par Jean-Pierre Nicolas et apparaissent dans le livre que je viens de vous montrer. Bon, là, ce qui s'en vient risque d'être très, très choquant pour plusieurs personnes.
je respecte évidemment beaucoup Jean-Pierre Nicolas, c'est un grand penseur, mais l'analyse, pour moi, c'est au-dessus de l'autorité. Je n'ai pas le choix de vous présenter ce qui, pour moi, est très important et très évident. Allons-y. Voici, extrait du livre de Jean-Pierre Nicolas, un premier tableau. On voit qu'il y a des maisons qui s'intersectent avec des planètes. Par exemple, ici, maison 9 qui s'intersecte avec Vénus. Ça donne 43. Si, par exemple, la Lune est en maison 10, ça vaut 1 point. Si le Soleil qui est en maison 10, ça vaut 2 points. Ainsi de suite. C'est l'ordre des planètes qui donne la séquence numérique 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, dans l'ordre, en commençant avec la Lune. Ça continue comme ça en croissant jusqu'à 120. Maison 1, maison 7, maison 4, cet ordre-là, il a commencé avec les maisons angulaires, etc. Et il y a une séquence, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Vous voyez, il y a une structure. Voyons un deuxième tableau. Donc, le deuxième tableau, il y a également une croissance, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre, jusqu'à 70. Et cette fois, c'est basé sur les aspects, conjonction, opposition, évidemment les aspects des plus forts en allant vers les plus faibles. On est bien d'accord avec cet ordre-là. Et vous avez une séquence, 1, 2, 3, 4, 5, toujours dans l'ordre des planètes. Dans le troisième tableau, il y a également une construction basée sur d'autres critères où on voit les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 50 dans l'ordre. Beaucoup d'astrologues se laissent intimider par ça. Ça paraît impressionnant. Mais moi, je peux vous dire, prenez-le pas comme de la vanité. Sincèrement, comme mathématicien, moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Je dirais même au contraire. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Il y a une logique sous-jacente à ça. Ici, conjonction, c'est plus important que l'opposition, trigone, c'est dans l'ordre. Et toujours, il respecte l'ordre de rapidité astronomique des planètes. C'est une structure qui a imposé, mais le plus important, quand même qu'il y aurait 1000 bonnes raisons, on observe invariablement la régularité ordonnée d'un nombre utilisé dans ces calculs, ce qui démontre le caractère purement théorique et arbitraire de ce genre de démarche. Au départ, avant même de tenter une vérification, on se rend à l'évidence qu'une telle entreprise n'a aucune chance de réussir. C'est un peu comme tenter la quadrature du cercle. C'est pas comme ça que la nature fonctionne. Je vais vous donner un exemple hyper simple pour essayer de vous convaincre. Je ne vais pas vous parler de la constante de Planck ou de la vitesse de la lumière. Non, je vais vous parler d'une constante universelle géométrique beaucoup plus simple, universelle, qui est tout simplement, tout bonnement, le nombre pi, qui est partout dans la nature. Il n'y a aucune régularité dans son développement décimal. Et pourtant, pi est omniprésent dans la nature. 3.14159265, etc. Toutes les décimales sont imprévisibles à l'infini. Autrement dit, en se basant sur cet exemple, on ne peut pas croire que la nature obéit à des régularités simplistes, comme on vient de le voir. Ceux qui s'intéressent à la théorie des fractales comprennent très bien ce que je veux dire. Alors, imposer une structure ordonnée avec 1, 2, 3, 4, 5, on sait que c'est une perte de temps. Je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre de ça, mais c'est comme une évidence. Le moindrement que tu connais les mathématiques, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis le pire, c'est que si tu ne connais pas trop les mathématiques, c'est impressionnant parce que c'est tellement compliqué ça impose le respect. Et la majorité des systèmes, là j'ai pris Jean-Pierre Nicolas, Volgin, c'est la même chose, la majorité des systèmes présentent le même problème. En plus, il n'y a aucune méthode dans Nicolas, dans Volgin, chez personne, pour vérifier si ça marche ou non. Et ça, on va y arriver. Mais on va voir qu'il y a moyen de vérifier. Mais il faut penser à une méthode pour vérifier. Bon. De plus, de telles constructions numériques sont très sensibles. Ah bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Et moi, je me suis rendu compte, par l'analyse, qu'une simple modification mineure sur un seul coefficient modifie considérablement les résultats obtenus.
Autrement dit, vous changez un chiffre là-dedans, mettons, vous l'additionnez de 1, vous soustrayez 1, 2, 3, des petits changements d'avenir, vous n'avez plus la même réponse du tout, du tout, du tout. C'est très instable. Et ça, on s'en rend compte quand on analyse. Voici ce qu'André Barbeau écrit avec beaucoup de pertinence à propos de la tentative d'attribuer des poids aux règles de la dominante. Contre cette prétention à la mise en équation systématique de l'humain, notre éminent confrère belge, Gustave Lambert Brahy, s'est élevé avec sagesse. Attention, Brahy, ce n'est pas un deux de pique. Il a développé un système, par exemple, pour l'analyse boursière avec des indices cycliques. Il était bon en mathématiques, Brahy, astrologue belge. Brahy est réfractaire à toute tentative de cristallisation d'un thème, comme on l'a vu avec Jean-Pierre Nicolas ou Volgin, jugeant que le nombre d'éléments qui composent ce dernier est trop élevé et la complexité de leur rapport mutuel trop grande également pour qu'il soit vraiment possible de mettre le problème en formule. On verra. C'est peut-être pas vrai, ça, mais il faut dire que ça s'est écrit dans les années 60. Barbeau ajoute un autre spécialiste, non moins expérimenté, et qu'on ne peut pas soupçonner d'être un ignorant mathématique, Henri Gouchon, qui était comme le king des statistiques à l'époque, après avoir été tenté par la précision objective du chiffre, il a été tenté, vous voyez, il convient que la recherche de la dominante devient une question de coup d'œil, d'appréciation personnelle, de métier. Donc, il rejoint tout à fait la pensée de Barbeau, et c'est dans son dictionnaire astrologique, c'est tel quel. On reconnaît là tout à fait Barbeau. Il refuse d'imposer des nombres, il fonctionne de façon qualitative. Mais là encore, on est dans le flou. Et d'un côté comme de l'autre, moi, je me sens frustré. Je me dis, est-ce qu'on est capable de faire autre chose? En définitive, on est encore à la recherche de la meilleure méthode dans le meilleur livre. Il existe une autre façon de procéder. À l'heure actuelle, on vit un engouement croissant pour la evidence-based astrology. Je m'excuse pour l'anglais, là. Ça veut dire l'astrologie basée sur l'évidence. Et c'est dans cet esprit que j'ai entrepris cette recherche avec Vital Coron depuis presque un an. On va voir. Travailler sur une bonne façon de tester expérimentalement la qualité des diverses méthodes. Tout ça va devenir beaucoup plus clair pour vous, comme ça l'est devenu pour nous. Je vous dis qu'à la fin de la conférence, si vous intégrez ce que je vais vous proposer, vous allez devenir de meilleurs astrologues dans la pratique. Alors, la première étape, évidemment, créer un échantillon de sujets. Quand on ajoute des sujets, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on voyait qui disparaissent, qui étaient des coïncidences, et par contre, il y a des observations qui se stabilisent. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup de sujets. 211, c'est un point de départ. Ce n'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais c'est parce que c'est énormément de travail, comme vous allez le voir dans quelques minutes, pour chaque sujet. Les 73 premiers sujets, je les avais déjà parce qu'ils sont tirés d'une recherche que j'ai publiée il y a quelques années, entre autres dans la revue britannique Corrélation. C'est un matching test, c'est-à-dire un test d'appariement. C'est le genre de test où vous avez à l'aveugle des thèmes astrologiques, puis des sujets avec des descriptifs, soit des résultats des tests de personnalité ou des traits de caractère tirés de biographie. Le test, comme la dégustation devant l'aveugle, consiste à faire les bonnes associations. Il y a le test de Vernon Clark, mais il y a aussi le fameux test de Carlson qui a été publié en 1985. C'est un bon exemple. Et les sceptiques n'ont que Carlson à la bouche. Cette étude, en effet, s'est conclue par un échec pour l'astrologie, car, semble-t-il, les astrologues n'ont pas réussi à faire mieux que le hasard. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le protocole de Carlson sans l'intervention d'astrologue grâce au logiciel, en me basant sur les résultats trouvés par le système expert de l'astro. Et j'arrive à une conclusion complètement différente, extrêmement favorable à l'astrologie, en suivant les mêmes règles très rigoureuses que Carlson. Pour les curieux, sur YouTube, j'ai décrit cette recherche en 20 minutes et ça s'intitule « L'astrologie, si c'était vrai ». J'ai aussi publié ma recherche en anglais dans différentes revues. Là, vous avez le lien ici sur YouTube, vous n'avez pas besoin de le noter, vous avez juste à écrire « L'astrologie, si c'était vrai », 20 minutes, vous allez prendre connaissance de la recherche. Si vous le voulez en version écrite, il existe aussi une source en français, c'est dans le blog de Jean-François Géraud.
Donc, vous retrouvez sur son blog les 5 parties en tapant tout simplement le mot corrélation, qui est la source, sous l'onglet rechercher dans le blog. Comme je le décris dans l'article, voici la façon dont j'ai trouvé les 73 premiers sujets et dont je me suis servi d'ailleurs dans la présente recherche sur la dominante planétaire. J'ai utilisé un livre publié par Le Monde qui contient 100 portraits biographiques de célébrités. J'ai trouvé ces biographies appropriées en raison de leur cohérence, de leur uniformité et de leur taille. Ce ne serait pas réaliste de m'imposer la lecture de dizaines de biographies de 300 pages et plus. En revanche, si vous allez sur Wikipédia ou dans des encyclopédies comme Universalis ou Britannica, les textes sont un peu trop courts généralement. Voici le livre en question. Je suis tombé là-dessus par hasard. Ce sont des journalistes du Monde, 100 portraits. Ce que j'aimais, c'est que c'est un corpus bien délimité. J'ai pris tous les cas pour lesquels une date et une heure de naissance fiable étaient disponibles, donc 73 sur 100. J'ai même conservé des sujets dont les descriptions biographiques étaient un peu fades, comme par exemple Karpov, le champion d'échecs. Mais je l'ai gardé quand même pour ne pas prêter flanc à la critique qui m'accuserait de faire de la rétention éditoriale ou de la sélection biaisée qui consiste à s'arranger pour éliminer ce qui ne marche pas. Pour garantir la méthodologie à l'aveugle, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai extrait des biographies, tous les mots, avant même de construire leur thème pour éviter d'être biaisé, même inconsciemment. Alors, pour l'uniformité de l'expérience, j'ai listé tous les descripteurs sous forme de noms plutôt que d'adjectifs. Par exemple, si je lis « C'était une grande amoureuse », je retiens le mot « amour ». Voici la liste de ces 73 personnes. Vous en connaissez probablement plusieurs. Ils sont en ordre alphabétique. L'abbé Pierre, Maurice Béjart, Jacques Chirac, Winston Churchill, Bill Clinton, Coluche, Salvatore Dali, Charles de Gaulle, Gérard Depardieu. Donc, des gens importants, significatifs au 20e siècle. On trouve des artistes, des écrivains, des champions sportifs, des hommes, des femmes politiques. À ces 73 premiers sujets de mon étude originale, on a ajouté 116 autres notabilités choisies au hasard. Évidemment, on retient les naissances cotées AA ou A, les fameuses cotes Rodden. AA, ça veut dire qu'on a un document officiel, fiable. En plus, l'échantillon compte 22 sujets choisis parmi mes connaissances personnelles pour un grand total de 211 sujets. Bien sûr, mes connaissances personnelles n'ont pas fait l'objet de biographie, mais ils ont accepté de répondre à un questionnaire ciblant leur trait de personnalité. D'ailleurs, cette méthode des questionnaires est prometteuse car elle nous permettra de travailler avec un nombre illimité de sujets, beaucoup plus facilement qu'avec des biographies. Donc, avec Vital, on a un projet pour développer cette approche et je vous en parlerai car j'aimerais éventuellement solliciter votre aide pour la recherche. Voici maintenant les 138 noms des sujets qui ont été ajoutés. Pablo Picasso, à gauche en haut, Mohamed Ali, Ingmar Bergman, Simone de Beauvoir. Et vers la fin, on est dans les lettres A, B, C, D, Caruso, Corelli, etc. Et l'ordre alphabétique dans la banque de célébrités de Mastro, tout simplement, qui contient 2500 sujets à peu près. Et à la fin, j'ai terminé avec quelques rois de France connus. Maintenant, voici les 42 règles qu'on a analysées en détail. Ces règles sont basées en général sur les principes que j'ai présentés tout à l'heure. C'est sûrement pas exhaustif, mais c'est déjà bien davantage que ce qui est mentionné explicitement dans Barbeau. En premier lieu, il fallait calculer les thèmes astrologiques, évidemment, de tous les sujets, pour commencer. C'est la première étape de la recherche, ça va de soi. Puis, mon ami, astrologue et collaborateur, Vital Coron, a réalisé un très gros travail. J'avais presque envie d'écrire un travail colossal, sans lequel cette recherche n'aurait jamais été possible. Il a fait des tests que j'aurais jamais faits. Pas par manque de patience, mais plutôt à cause de certains préjugés que j'avais. Je l'ai laissé aller en étant sûr que ça ne marcherait pas. Et heureusement qu'il l'a fait parce que, à quelques reprises, c'est lui qui avait raison. Et finalement, je suis très content. Donc, je le remercie ici publiquement parce que moi, je ne l'aurais pas fait. Je serais passé à côté de règles importantes. OK. Voici les règles que Vital a examinées. Là, je vous signale que ce que vous voyez, c'est juste l'abbé Pierre, le numéro 1. Il y en a 211 comme ça. On avait 211 sujets. Pour chaque sujet, 10 planètes. Donc, 211 fois 10 colonnes. Ça fait 2110 colonnes. Et pour chaque sujet, il fallait répondre à 42 questions, 42 lignes.
Vital s'est donc tapé un grand total de 88 620 vérifications. C'est incroyable. C'est incroyable. La grille que vous voyez, ça s'appelle une matrice d'incidence. Lorsqu'un facteur associé à une planète est présent, on écrit 1. Sinon, on n'écrit rien. Par exemple, la première règle, le maître de l'ascendant pour l'abbé Pierre, c'est Vénus, parce que l'abbé Pierre est ascendant Balance. À la ligne 31, par exemple, pour l'exaltation qu'on voit ici, et là, vous trouvez 1 pour la Lune, parce que sa Lune est en taureau, puis 1 pour Mercure, parce que son Mercure est exalté en Vierge. Aux lignes 5 et 6, maître de la Lune, 5 et 6, maître du Soleil, on peut dire a priori qu'il y a plus de chances que la règle fonctionne pour la Lune, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, et ainsi de suite. Regardez-moi ça, toutes les règles que Vital a testées. Il a vraiment soulevé beaucoup de pierres. Le maître du fond du ciel, le maître du descendant. Je n'aurais jamais perdu mon temps à regarder tout ça, parce que moi, je l'avoue, j'avais des préjugés sur ce qui devait fonctionner. J'étais certain que ça se résumerait principalement aux ondes Gauquelin sensibles, autrement, justement, au numéro de 8 jusqu'à 18. Tout ce que vous voyez qui commence par le mot maison, Vital a testé des ondes Gauquelin de 11 manières différentes. Par exemple, étant donné que les pics Gauquelin sont surtout au centre des maisons cadentes, Placidus, Vital a pensé à tester les facteurs où on note uniquement les planètes situées à plus ou moins 5 degrés du centre pour aller chercher les pics. Comme vous pouvez voir ça au numéro 13, 14 et 15. Regardez, maison cadente 12, centrée plus ou moins 5, angulaire Placidus, etc. On va voir effectivement que les ondes Gauquelin sensibles sont significatives pour la recherche de la dominante, mais il y a autre chose qui marche mieux. Et ça m'a surpris. Et là, quelque chose qui m'a jeté à terre. Et là, je l'avoue, je croyais que le maître de l'ascendant n'allait pas être significatif. Eh bien, je me trompais, comme on va le constater dans quelques minutes. À partir du numéro 19 jusqu'à 29, ça concerne des aspects. On trouve aspect majeur à l'ascendant, aspect majeur au milieu du ciel, à la Lune, au Soleil, aspect de conjonction ou d'opposition à l'ascendant ou au milieu du ciel, ou même précisément conjonction, la règle 25 à l'ascendant, ou conjoint, spécifiquement règle 26 au milieu du ciel. On remarque qu'il y a des recoupements, évidemment. Si je dis, par exemple, conjoint à l'ascendant, mais ça recoupe conjoint ou opposé. Parce que parfois, une règle vient préciser ce qu'une autre règle décrit de façon plus générale. Au numéro 32 et 33, on a testé des facteurs qui sont peut-être familiers. On a considéré la hauteur telle que perçue en coordonnées locales, ce qu'on appelle les coordonnées en azimut. Alors, la règle 32, c'est un flash que j'avais eu. Quelle est la planète la plus élevée dans le ciel? Notons en pensant que ce n'est pas forcément la planète la plus proche du milieu du ciel, pour des raisons de déclinaison. La règle 33 identifie la planète la plus basse. Encore une fois, ce n'est pas forcément la plus proche de l'axe ascendant-descendant. Aux règles 34 à 38, on a considéré les mi-points, c'est-à-dire lorsqu'une planète se situe directement sur la bissectrice entre dans le milieu entre deux autres planètes. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, vu l'importance des mi-points en astrologie et particulièrement celle des mi-points directs. Je dois dire que j'aime beaucoup, depuis 40 ans, la cosmobiologie. Je suis un fan d'Hébertin. Donc, j'ai dit, il faut aller voir ça. En vertu du principe de fugacité, il fallait donc chercher des mi-points qui se forment et se déforment rapidement. Dans l'équation habituelle des mi-points de la forme A égale BC, il faut que dans le mi-point, il y ait la Lune, l'ascendant au milieu du ciel, si on veut que ça se défasse rapidement. Et en effet, les mi-points de cette forme ne durent pas longtemps. Le facteur 39 m'a été suggéré par un astrologue sidéraliste, Jyotish, assez connu. Il m'a expliqué qu'il y a plusieurs types de dominantes en astrologie indienne, mais que celle qui nous intéresse ici serait probablement l'Atma Karaka, à propos de Atma, c'est l'âme, à propos de l'âme du sujet. Le critère consiste à trouver la planète en sidéral qui se situe le plus près du 30e degré dans n'importe quel signe sidéral. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette compilation valide des points de vue répandus que je prenais pour des croyances sans fondement. Mais quelles que soient nos croyances, il faudra s'incliner devant les résultats expérimentaux que nous allons trouver. Évidemment, il va falloir s'attendre à ce que ce soit une combinaison de règles qui fonctionne, parce que si une seule règle suffisait, on le saurait depuis longtemps. C'est compliqué, l'astrologie. C'est multifactoriel. Comme on le sait, on a souvent
mais on le sait, mais on a tendance à l'oublier. Contrôle par les biographies. La suite du travail, c'est qu'il faut contrôler et tester tout ça à l'aide de biographies. Ce qui gêne dans la littérature, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est vraiment important pour moi. Ce qui gêne dans la littérature à propos de la dominante planétaire, puis en général, c'est la disproportion abyssale qu'il y a entre une précision démesurée, voire irréaliste dans la construction de modèles, des méthodes raffinées et le laisser-aller complet dans la vérification de leur validité. Les plus grands esprits, j'en vois des gens brillants en recherche, en informatique et tout ça, ils développent des modèles, mais ils n'ont pas de raffinement pour vérifier. Il y a un laisser-aller dans la vérification. C'est triste. En effet, très peu d'efforts sont déployés pour vérifier que les méthodes fonctionnent vraiment. En fait, presque le seul qui l'a vraiment bien fait, c'est Gauquelin. Et avant de le relire récemment, je n'avais pas réalisé à quel point Gauquelin est génial. Pas tellement à cause de ses résultats sur 5 planètes, les catégories professionnelles, qui ne valident qu'un fragment d'astrologie, mais surtout à cause de ses méthodes. C'est un pionnier qui a tout inventé, parce qu'il n'y avait rien avant lui pour tester l'astrologie correctement. Même pas Lasson, même pas Chouinard, que jamais... Tout le monde s'est planté avant lui. Imaginez, Gauquelin n'avait même pas d'ordinateur au début. Il a fallu qu'il aille vivre dans les années 70 en Californie avec son épouse Françoise pour bénéficier de l'ordinateur et de l'aide de Neil Michelson. Vous vous souvenez les éphémérides rouges? Michelson. Il y avait un ordinateur qui a prêté. Il est allé rester à 2 maisons de chez Nicholson. 2 ans. Gauquelin est un géant et je me considère comme un nain monté sur ses épaules. Et ça me permet de voir un peu plus loin que lui parce que j'ai la chance d'être né après lui. Et donc, d'avoir des outils qui me permettent de voir des choses qu'il ne pouvait pas voir. Il faut relire Gauquelin, non pas pour ses résultats, mais plutôt pour comprendre sa façon de travailler, sa rigueur extraordinaire, sa curiosité insatiable, sa ténacité. On peut l'appliquer, cette rigueur-là, en n'étant pas comme lui à l'extérieur de la cathédrale astrologique, mais plutôt, comme Vital et moi, à l'intérieur de la cathédrale astrologique. Gauquelin a restauré la signification de 5 planètes, mais tout le reste n'a pas marché. Malheureusement, il s'est mis les astrologues un peu à dos. Il aurait dû se contenter de dire qu'il n'avait pas trouvé que les aspects ou les signes fonctionnent et que peut-être quelqu'un d'autre y arriverait après lui. Il y aurait eu moins de problèmes avec les astrologues. N'oublions pas que Gauquelin, faute d'outils, faisait de la recherche sur une variable à la fois, ce qui ne rend pas du tout justice à la pratique de l'astrologie. L'astrologie, c'est multifactoriel, c'est-à-dire ça fonctionne à plusieurs variables simultanément. Et maintenant, on fait ce genre de recherche sur plusieurs variables simultanées. Un des problèmes est qu'on se contente généralement d'un trop petit nombre de cas pour valider nos méthodes. Si on veut valider une idée astrologique, ce n'est pas suffisant de considérer uniquement une dizaine de cas. Un si petit nombre est beaucoup trop vulnérable aux artefacts aléatoires, c'est-à-dire aux coïncidences, si vous préférez. Même avec une trentaine de cas, on est à peine au niveau de ce qu'on appelle la validation clinique en recherche médicale. Il y a des raisons pour lesquelles on se contente parfois de petits nombres. Ça peut être pour des raisons de budget. Ça peut être pour des raisons déontologiques aussi, parce qu'un chercheur, par exemple, un médecin, il ne veut pas sacrifier des sujets dans un groupe placebo s'il est intimement convaincu de l'efficacité de son traitement. Et c'est drôle, ça vient de me donner un flash, je n'avais pas réalisé. C'est qu'un médecin qui utilise ses patients, ça lui pose vraiment un problème. Je viens de l'expliquer. Il y a un problème analogue un petit peu les chercheurs en astrologie qui utilisent leurs clients. Les clients ne sont pas des cobayes. Si on veut faire de la recherche, faisons-le sur des gens qui s'en foutent des célébrités. Servons-nous d'eux. De grâce, les clients, pour toutes sortes de raisons déontologiques, premièrement, évidemment, il y a un problème éthique. Deuxièmement, les clients, s'ils vous aiment, auront tendance à toujours vous donner raison et inversement, s'ils ne vous aiment pas. Et nos clients, ça, c'est l'expérience clinique, mais ce n'est pas de la recherche. Dans le cas des astrologues, je dirais que c'est bien souvent tout simplement une forme de paresse. Il faut vérifier avec plusieurs cas et pas seulement avec « Ah, ça marche pour moi ». Ça veut dire quoi, ça marche pour moi?
Ça veut dire que tu as regardé ton cas personnel, des gens autour de toi, une dizaine de cas, c'est pas sérieux. Avec d'aussi petits nombres, c'est impossible d'empêcher les coïncidences de se produire. Je donne un exemple. Si vous jouez au dé pendant toute une soirée, il va forcément arriver régulièrement des séquences remarquables. Par exemple, pendant la soirée, vous allez sortir le nombre 6 5 fois d'affilée. Est-ce que vous allez en conclure que c'est parce que vous êtes doué de télékinésie et que vous avez réussi à contrôler le dé à ce moment-là? Évidemment non, parce que vous êtes conscient qu'il faut considérer les choses sur un plus grand nombre d'essais. Pas besoin d'être statisticien pour comprendre le gros bon sens. Donc, il y a le problème du nombre, trop petit nombre. Souvent, on se contente de gens autour de soi. Mais il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de vérifier si les résultats sont justes. On tombe en plein dans le piège de la non-falsifiabilité décrit par le philosophe Popper. Je dis quelque chose, mais j'ai un critère pour savoir si c'est vrai ou faux. Avec des vérifications dans lesquelles les énoncés peuvent être jamais réfutés, on s'arrange pour avoir toujours raison. On ne s'en rend pas compte. Et là, on est dans l'univers de la croyance. Je vais faire comprendre avec un exemple. Voici Ernest Hemingway. Alors, imaginons qu'un calcul de la dominante pour Hemingway donne Mercure. On va dire, ah, bien sûr, c'est un journaliste écrivain. Ça marche. Imaginons que ça donne la Lune. On va dire, ben oui, Hemingway avait beaucoup d'imagination et d'après les travaux de Gauquelet, la Lune est associée aux écrivains, justement. Si ça donne Mars, on va dire, ah, c'est évident, il y a eu beaucoup d'accidents dans sa vie. Il était correspondant de guerre. Il était macho. Il adorait la corrida, les safaris, les armes à feu. C'est évident que c'est un martien. Si la dominante aboutit dans un système donné à Jupiter, on va dire, ah ben, aucun doute. Il a beaucoup voyagé. Puis en plus, il a été couvert d'honneur. C'est un prix Nobel. C'est sûr que c'est un Jupitérien. Si c'est Neptune, ah ben oui, c'est un alcoolique notoire. Ouais. Autrement dit, on s'arrange pour avoir toujours raison. Mais si on a toujours raison, on est dans la croyance. Évidemment, je caricature, mais j'exagère à peine. On a tous tendance à faire ça. Et je m'inclus. Ce que je viens de critiquer, je le fais aussi, quand je n'ai pas mon chapeau de chercheur. On peut procéder autrement. Ça demande beaucoup de boulot, mais c'est passionnant. Je voudrais juste dire une chose. Ma pensée est comme ça. Je remets tout en question. À l'âge où je suis rendu, j'ai plus de gourou. C'est-à-dire, il y a des gens que je respecte. Ce que j'aime dans les livres, c'est que ça me donne des idées. Mais mon critère, c'est toujours, est-ce que je suis capable de les tester? Ce que j'adore, mon talent, c'est ça, c'est de tester, de trouver des méthodes pour tester. Je ne suis pas tout seul à faire ça. C'est la nouvelle tendance. C'est ce qu'on appelle evidence-based astrology. C'est merveilleux. On a les outils pour le faire. On ne l'avait pas avant. On a les data sur ADB, c'est formidable, sur AstroThem aussi. On a les outils informatiques. Il s'agit juste de se mettre au boulot. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que quelqu'un me donne une idée, puis souvent j'ai l'air à la rejeter, mais c'est parce que je sais que c'est un an de travail si je veux la tester. Et je vais vous donner une image. Galilée, qui est le plus grand savant de son époque, tout le monde disait que les corps pesants tombaient plus vite que les corps moins pesants. Et ça date d'Aristote. Donc, ça fait 2000 ans qu'on discute de ça. Un peu comme une discussion entre astrologues, là, c'est une discussion entre philosophes et scientifiques, avec toutes sortes d'arguments, des raisons philosophiques pourquoi un corps pesant tombe plus vite. Galilée monte en haut de la tour de Pise, il prend 2 boulets de forme identique, avec un plus pesant que l'autre, il les laisse tomber, ils arrivent tous les deux ensemble en bas. Bingo, la question est réglée. Évidemment, Galilée est un Uranien. On peut régler des choses, puis ce n'est pas une question d'autorité. Je ne me considère pas comme une autorité, je me considère comme quelqu'un qui a un certain talent pour trouver des protocoles de vérification. Et c'est beaucoup de boulot. La première étape consiste à créer des listes de traits de personnalité pour chacun des 211 sujets retenus. Voici comment nous avons procédé. Alors, il faut trouver des textes biographiques, puis extraire de ces textes biographiques des mots qui décrivent des traits de personnalité. Par exemple, ici, j'ai Mozart. Donc, on a extrait pour chacun des personnages dans Wikipédia. Après ça, on est allé chercher dans Universalis et dans Britannica, qu'on a traduit en français. Là, vous allez dire, tantôt, je disais que ça ne marchait pas, mais la superposition des trois donne beaucoup. Si on prend les trois ensemble, ça donne beaucoup de matériel. Par ailleurs, j'ai développé un outil qui s'appelle un extracteur de mots biographiques qui va analyser ces textes-là et il va sortir tous les mots intéressants.
évidemment, il y a des ambiguïtés. Regardez, je retourne au PowerPoint. Voici des mots, par exemple, pour Mozart. Ça, c'est des mots bruts qui ont été extraits. Vous voyez une petite partie des mots bruts? Le chiffre 107, par exemple, à côté de musique, veut dire que le mot musique est apparu 107 fois au total dans la combinaison des trois textes. C'est le mot qui apparaît le plus souvent. Opéra, 60, théâtre, et ainsi de suite. Succès. Cinéma, mais qu'est-ce que le cinéma vient faire là? Tiens. Ah ben oui, c'est sûr, c'est une référence au film Amadeus, donc c'est un mot qu'il faut enlever. Et ça illustre qu'il faut nettoyer ces listes-là. Il y a à peu près la moitié des mots qui ne marchent pas. Si vous regardez, mettons, Dostoïevski, puis vous lisez Crime et Châtiment, ça ne veut pas dire que Dostoïevski est un criminel. Donc, il faut vraiment faire un travail pour nettoyer les listes, pour aller chercher les mots pertinents. Finalement, voici ce que ça donne, une liste réduite. Vous voyez les mots retenus en ordre alphabétique. Pour Mozart, vous avez abondance, accomplissement, acharnement, activité, agitation, aisance, amitié, amour, angoisse, etc. Regardez Hitler à gauche, accusation, action, agressivité. Vous avez même le mot art. On se souvient qu'il était peintre, etc. Autoritarisme, bataille, bouleversement. Alors, c'est les mots qui ont été retenus pour chacun des sujets. Bon, évidemment, tout ça est loin d'être parfait. Mais on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Je préfère avoir ça que de me fier uniquement à quelques impressions. Il y a plein de critiques qu'on pourrait faire. Ah, vous travaillez seulement sur des célébrités, donc vous avez une surexposition de gens qui ont réussi. Oui, d'accord. Mais c'est quand même le jour et la nuit par rapport au peu qu'on avait avant. Évidemment, les biographies sont écrites par des auteurs différents, donc de qualité variable. Et pour moi, les erreurs qui peuvent se glisser dans ce protocole sont semblables aux erreurs qu'on peut trouver dans une image fabriquée à partir de pixels. Même si des centaines de pixels sont erronés dans une image, ce qui compte, c'est que globalement, l'image est reconnaissable, à condition qu'il n'y ait pas trop d'erreurs dans une photo. On pourra même reconnaître l'image parce que nos yeux font des statistiques et ils ne voient même pas les faux pixels. Et c'est justement ça le génie de l'approche statistique. Une fois qu'on a établi toutes les listes biographiques pour les 211 sujets, il reste à trouver une façon de s'en servir pour déterminer pour chaque sujet quelle devrait être sa dominante planétaire en nous basant sur sa personnalité et son thème astrologique. Ça, c'est le plus important, c'est le plus dur à comprendre de toute la conférence. Ça, c'est nouveau. J'ai des listes de traits et je vais déterminer sa dominante biographique. Ça n'a rien à voir avec les règles de la dominante. Là, je me fous des règles de la dominante. Je dis, juste d'après sa biographie, ses traits de personnalité, il devrait être quoi? Est-ce que c'est un Saturnien, un Martien, etc.? Et comment on fait ça? Bien, je détermine la dominante de chaque sujet de façon expérimentale en me basant sur sa biographie, mais aussi à l'aide de l'astrologie. Mais ça n'a rien à voir avec la théorie de la dominante basée sur des règles à l'aveugle, a priori, qu'on veut trouver. Non. Par exemple, pour mon Hemingway tout à l'heure, si j'ai sa biographie, d'où j'ai extrait 200 mots, je vais peut-être arriver à la conclusion que le meilleur match parmi les planètes serait, disons, Mars. Mais en fait, l'analyse a montré dans le cas de Hemingway que c'est Soleil suivi de Vénus, en passant. Je m'attendais que ce soit Mars, mais ce n'est pas Mars. Alors, pour ce faire, je résume. Ça, c'est le plus important à comprendre. Je fais jouer tour à tour à chacune des 10 planètes le rôle de dominante. Puis, en examinant chacun des 10 portraits que j'ai obtenus, j'identifie la dominante recherchée en cherchant le portrait astrologique parmi les 10 planètes, celui qui colle le mieux à la liste biographique des traits psychologiques. Donc, c'est une façon de déterminer la dominante biographique psychologique de façon expérimentale. Alors, ainsi, après avoir établi expérimentalement les dominantes sur 211 sujets, pour terminer, notre but final sera de formuler des règles astrologiques qui nous permettraient d'arriver au même résultat. Autrement dit, je détermine les dominantes biographiquement. Puis après ça, je regarde c'est quoi les règles qui me donneraient les mêmes réponses le plus possible. Mais, il y a un mais. Et le mais, c'est avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les listes de traits astrologiques générées par le système expert de Mastro? Donc, je vais vous parler un peu du système expert. Un bon système expert peut nous aider à interpréter des thèmes en traitant l'information astrologique d'une manière complètement nouvelle.
Je suis conscient que les interprétations par ordinateur qui existent depuis AstroFlash dans les années 60 ne sont pas très convaincantes pour les astrologues sérieux. Ces analyses fonctionnent principalement à cause de l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est on se reconnaît toujours dans n'importe quel portrait s'il est suffisamment flou. Les résultats ne sont pas très convaincants parce que tous ces logiciels fonctionnent à partir de copier-coller. Ils ne comportent pas de mécanisme pour simuler ce qu'on fait intuitivement lorsqu'on fait de l'astrologie, c'est-à-dire, entre autres, la superposition des messages répétés qui nous permettent de faire des synthèses. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire avec le système expert. Alors, un système expert en intelligence artificielle, c'est un système informatique qui imite la capacité de prise de décision d'un expert humain. Quand le système expert d'aide à l'interprétation a été créé, l'approche initiale utilisait seulement les facteurs uniques, soit les planètes en signe, les planètes en aspect séparément. Et là, j'ai redécouvert des notes de cours inédites, incomplètes, du Getter-Sig qui donnent des interprétations pour les facteurs combinés, des planètes en signe et des planètes en aspect simultanément. Ce genre d'analyse est extrêmement rare. En fait, je ne l'ai jamais vu ailleurs. La précision de ces interprétations est très, très, très impressionnante. Voici le livre en question. Ça n'a jamais été publié. En fait, il s'agit de notes de cours enregistrées et transcrites verbatim. Ces notes sont malheureusement incomplètes. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'interpréter les facteurs combinés en termes de mots-clés en faisant les combinaisons de tous les facteurs uniques. Et les résultats sont très similaires aux notes de Mme Hirsig et j'en suis très, très, très heureux. Ça m'a conduit à remplacer les facteurs uniques par des facteurs combinés comme éléments constitutifs du système expert et les résultats se sont améliorés. En plus, j'ai ajouté les mi-points d'Hébertin. Comme il n'y avait pas de consensus suffisant sur les différents systèmes d'interprétation des maisons, j'ai laissé les maisons de côté. En plus, les traditionnalistes nous disent souvent qu'en partie, ils ont partie raison lorsqu'ils nous disent que la maison 5 et le lion, par exemple, ça n'a rien à voir. Que les maisons n'ont pas vraiment de signification psychologique et qu'elles ne sont uniquement que le lieu de l'expérience. La psychologisation des maisons, c'est une invention du 20e siècle, des humanistes. Comme je voulais éviter la polémique, je ne les ai pas incluses dans le système. De toute façon, je voulais un système plus psychologique que factuel. Mais même sans les maisons, l'interprétation des thèmes est toujours sensible à l'heure de naissance quand même si ce n'est pas domifié. Pourquoi? À cause des aspects et des mi-points qui impliquent les angles, l'ascendant et le milieu du ciel. Alors, voici les facteurs combinés. Ici, c'est un livre que j'ai écrit, planètes en signe et en aspect. Pour développer le système, j'ai utilisé, recueilli, analysé les interprétations pour les planètes en signe et pour les planètes en aspect séparément qu'on trouve dans les ouvrages de 25 auteurs astrologiques modernes qui font référence. Voici les noms. Alors, vous remarquez qu'il y a des Américains, des Français, des Britanniques, des Allemands, Canadiens. Vous avez Antares, Catherine Aubier, André Barbeau, etc. Il y a une liste impressionnante de gens très compétents. Très différents d'ailleurs les uns des autres. Je vous laisse regarder les noms. En fait, 25 auteurs, ça représente beaucoup plus que 25 livres, parce que pour certains auteurs, par exemple Antares, j'ai utilisé plus qu'un livre. Et je recueillais un maximum de mots-clés dans leurs ouvrages, et lorsqu'il s'agissait de phrases, je les transformais en mots-clés. C'est un travail qui m'a pris un petit peu plus que 2 ans. Ensuite, à partir de ce corpus, j'ai créé des interprétations pour le système sous forme de mots-clés pour 5148 facteurs combinés. Je vais vous en montrer des exemples dans quelques minutes. Et pour ce faire, j'ai croisé la signification de chaque planète en signe avec la signification de chaque planète en aspect. J'ai également inclus les mots-clés des 858 interprétations de mi-points trouvées dans la combinaison des influences astrales d'Hébertin. J'ai d'autres sources pour les mi-points comme Karen Ovasavalan, Michael Munchausen, Michael Erlewine et les époux Parker qui sont exceptionnels. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire mieux qu'Hébertin. Pour comprendre comment interpréter un facteur combiné, voici un exemple. Dans le thème du Dalai Lama, on trouve un sextile entre la Lune en Vierge et Jupiter. Voici son thème. Vous voyez que la Lune, ici en Vierge, est au sextile de Jupiter. Pour l'instant, on ne considère pas le signe de Jupiter. Je regarde juste le signe à un bout. Donc, Lune en Vierge, sextile Jupiter. J'aurai un autre facteur, Jupiter en Scorpion, sextile Vierge. Mais là, on va se concentrer sur le signe de la Vierge, de la Lune. Si j'isole, ça donne ça. La Lune en Vierge au sextile de Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire?
Le truc pour interpréter un facteur combiné, c'est d'interpréter séparément la Lune en Vierge d'un côté et la Lune sextile Jupiter de l'autre, puis de chercher les recoupements qu'il y a entre les deux. On fait ça automatiquement dans notre tête. En fait, c'est la base même de notre travail lorsqu'on fait des synthèses. Ici, on le fait à un petit niveau, mais au fond, c'est ce qu'on fait continuellement quand on analyse un thème astrologique. On fait des synthèses, on recoupe. Si on arrive à le faire facilement pour des facteurs combinés, puis qu'on pratique ça, on se constitue une sorte de vocabulaire pour nous aider à parler la langue astrologique avec plus de facilité. Donc, pour trouver l'interprétation mixte de cette combinaison, le système expert recherche les traits de personnalité communs, comme je vous l'ai dit, entre les significations respectives de Lune en Vierge et Lune sextile Jupiter. Bon, est-ce qu'il y a des idées, des mots qu'on retrouve dans les deux descriptions? Ou du moins, y a-t-il des synonymes entre les deux descriptions? Par exemple, on sait bien que la Lune en Vierge, c'est le sens du service, d'une part, et que la Lune sextile Jupiter, ça fait des gens généreux, d'autre part. Donc, si je combine les deux idées ensemble, voici ce que Mastro nous donne. Sens maternel, générosité, bonté, gentillesse, dévouement, service, soin, protection, serviabilité, simplicité, sens social. Ça, c'est pour un facteur combiné. Ici, dans Mastro, c'est dans la fenêtre d'interprétation, puis il va se servir de ces mots-là, de tous les paragraphes, de tous les facteurs, puis il va faire une analyse, une comptabilité, pour trouver quels sont les mots qui l'emportent, et à la fin, il nous présente sa synthèse. C'est très commun entre les facteurs sont détectés à l'aide d'un thésaurus, parce que des fois, on n'a pas le même mot. Je me suis servi d'un thésaurus astrologique, c'est une sorte de dictionnaire des synonymes élargis. Pour créer ce thésaurus, je suis parti d'un thésaurus standard, numérisé, c'est-à-dire un dictionnaire analogique, dont j'ai extrait les substantifs que j'ai réduits à 3000 mots pour l'adapter au corpus des mots-clés de Mastro. C'est la première fois qu'un logiciel utilise un thésaurus, c'est-à-dire un dictionnaire analogique, pour analyser et synthétiser des informations. Pensez-y un peu quelques secondes. Il y a beaucoup d'intelligence contenue dans un thésaurus. Il y a beaucoup de pensée humaine traduite en forme d'analogie dans un tel document. L'analogie est très typique de l'intelligence humaine, puis je suis très content d'avoir trouvé une façon d'utiliser ce qu'il y a là-dedans. Les mots-clés utilisés par Mastro dans les interprétations des facteurs combinés sont aussi les blocs de construction de l'algorithme de synthèse par la comptabilité dont je vous parlais. Alors, l'arbre synthèse, comment le système expert génère les mots-clés astrologiques pour décrire un sujet? Ce qu'on a vu tantôt, il le fait en traitant l'information astrologique d'une façon complètement nouvelle. Très classique. Fini les copier-coller. C'est le premier logiciel et le seul, à ma connaissance, qui ne fonctionne pas par copier-coller. Pour faire la synthèse d'un thème astrologique sous la forme d'un arbre de mots à deux niveaux, comme on l'a vu tout à l'heure pour Didier Raoult, Mastro calcule des centaines de mots, des classes, associées au thème astrologique à l'aide d'une sorte de comptabilité raffinée des mots associés à tous les facteurs. L'analyse compile tous ces mots, les attribue des scores pour les classer en utilisant un calcul probabiliste. Bon, en fait, c'est le principe de rareté. Un score va être plus élevé si la répétition est rare. C'est, par exemple, si je dis à la roulette, 8 rouges d'affilée, c'est beaucoup plus rare et improbable qu'un mélange de 4 rouges et 4 noirs. Et donc, c'est plus significatif. En résumé, plus le score d'un mot est élevé, plus sa présence répétée dans un thème est improbable, donc plus elle est significative. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que le système expert est capable de remplacer un être humain, là. Je dis souvent aux astrologues que ce système expert, c'est comme un silent partner, un partenaire silencieux que l'on peut consulter au besoin pour confirmer nos intuitions et nos analyses. C'est sûr que l'ordinateur a une capacité de calcul et de mémoire supérieure à la nôtre, mais il ne peut pas rivaliser, évidemment, avec l'intuition humaine. Maintenant, nous allons voir comment on a trouvé les dominantes biographiques, qui est ma cible. Tel qu'expliqué précédemment, pour chaque sujet, on va créer 10 portraits planétaires. Comme on simule finalement que chacune des planètes pourrait être la dominante, en faisant jouer tour à tour le rôle de dominante à chaque planète. Et comment je m'y prends pour faire jouer le rôle de dominante? On l'a vu tantôt quand je l'ai fait avec Uranus pour Didier Raoult. J'ai cliqué sur Uranus pour doubler les textes d'Uranus.
Il s'agit tout simplement, pour faire jouer le rôle de dominante à différentes planètes, de créer dans Mastro des doublons pour chaque planète qu'on veut tester. Par exemple, si je pense que la Lune devrait être dominante dans un thème, je fais tous les aspects, puis après, j'ajoute la Lune supplémentaire, ou même 2 lunes, avant d'en faire l'analyse. Pour chaque sujet, en comparant les 10 portraits planétaires ainsi obtenus avec sa liste biographique de traits de personnalité, on cherche le portrait qui lui correspond le mieux. Cette meilleure correspondance nous indique la planète qui devrait jouer le rôle de dominante. Cette idée est fondamentale. En effet, cette opération cruciale désigne la cible que devrait atteindre une méthode astrologique formelle pour trouver la dominante. C'est la comparaison systématique entre la dominante biographique trouvée psychologiquement, comme on vient de voir, et la dominante trouvée de façon astrologique formelle avec un système qui va nous permettre de valider une méthode de dominante qui fonctionne vraiment. Par exemple, dans la table suivante, selon vous, quelle liste associée à une planète jouant le rôle de dominante correspond le mieux au trait de personnalité d'Hitler? Vous avez Hitler s'il était solaire, s'il était lunaire. En passant, les mots qu'on voit, par exemple, sous Mars, violence, affection, entêtement, ce ne sont pas les mots génériques de Mars, tels qu'on les trouve dans Vauquelin ou ailleurs. C'est Mars in situ dans le thème d'Hitler. Par exemple, on voit manque de libido. Oui, parce que son Mars est conjoint à Vénus au carré de Saturne. Donc, il y a un problème d'inappétence sexuelle, manque de libido. Mais ce n'est pas un trait martien pur. C'est le Mars in situ dans son signe, avec tous ses aspects et tous les mi-points. C'est un Mars spécifique. Et ça, c'est très différent de ce que Vauquelin faisait. Donc, il y a 10 listes de mots correspondent à 10 portraits différents, selon que la dominante serait Soleil, Lune, Mercure, ainsi de suite, jusqu'à Pluton. En oubliant le thème astrologique d'Hitler que vous connaissez peut-être déjà, en vous concentrant uniquement sur ce que vous connaissez de sa personnalité, quelle liste de traits correspond le mieux, selon vous, à Hitler? Comme ça, à l'œil nu, c'est pas facile de répondre. En passant, les mots qui apparaissent en premier dans la liste ont des scores plus élevés. Donc, ce seraient les mots les plus importants. Il y a des planètes qu'on pourrait éliminer facilement. Je pense que vous allez éliminer facilement Vénus. Amour, affection, nervosité, inhibition, entêtement. J'ai déjà une réponse Oui. de Colombe qui nous indique entêtement. Donc, je comprends que l'entêtement est dans Saturne. Oui, mais il faut le trouver où? Quelle planète correspond? Entêtement, c'est Saturne. C'est Saturne. Il a raison, parce qu'il est haut dans la liste, il est haut à Mercure, puis il est haut à Soleil. Quelles seraient les planètes qu'on retiendrait comme dominantes possibles à l'œil, puis celles qu'on éliminerait? L'entêtement, on le retrouve aussi au niveau du Soleil, donc on a aussi il y a d'autres mots aussi, l'irritabilité dans Uranus, il y a la violence, etc. Faites juste écrire une ou deux planètes dominantes selon vous, biographiquement. Nima me parle de Pluton. Pluton, compréhension, nervosité, inhibition, entêtement, amour, séparation, jalousie. Pluton, j'ai observé maintes fois qu'il joue souvent le rôle de dominante chez les dictateurs. Mais dans le cas d'Hitler, compte tenu du rôle de Pluton dans son thème, je ne l'aurais pas retenu. Il y a des listes de mots qui fonctionnent mieux pour d'autres planètes. Mais effectivement, Pluton, je m'attendais moi aussi que ça soit Pluton pour Hitler, mais ce n'est pas Pluton. On a Suzy qui nous revient avec Saturne. On a Carole Meyer qui nous parle de Mars. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Mars. Et Mars, Saturne, oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui aimerait voir la carte d'Hitler et Nima parle d'Uranus alors. Exactement. Et c'est les trois que j'avais retenus, Mars, Saturne, Uranus. Je veux répondre à voir la carte d'Hitler. Si on regarde la carte d'Hitler, c'est pas ça le but. On se base actuellement uniquement sur sa biographie. Voir la carte d'Hitler va nous permettre d'identifier des règles qui vont pointer vers ça. C'est qu'on est tellement dans l'astrologie qu'on a toujours le goût de retourner à la carte. Mais non, si on fait ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut oublier la carte et se concentrer sur la psychologie pour se développer un outil de contrôle. Et cet outil de contrôle n'est basé que sur les traits de personnalité reliés évidemment à chacune des planètes. Et ensuite, on ira voir la carte pour voir quelles seront les règles qui vont nous amener justement dans le cas d'Hitler à, vous l'avez bien identifié, Mars, Saturne et Uranus, qui seraient les trois dominantes. Voici la liste des mots biographiques d'Hitler. Ils sont en ordre alphabétique. Il y en a beaucoup, là.
accusation, action, administration. Ça a été pris dans les 3 textes que je vous ai montrés tantôt. Là, je vous dis. Et on retrouve ici, évidemment, la haine, la dictature, sévérité, militantisme, fanatisme, etc., etc., etc. Ce sont les mots retenus pour Hitler. C'est pas moi, là, je veux dire, c'est des mots qui étaient dans les textes. Comment je vais m'en servir? Ben, il faut comparer la liste de mots qu'on vient de voir, cette liste-là, avec les 10 listes précédentes pour voir où est-ce que j'ai les meilleurs matchs. Mais comparer les listes de mots entre elles, ça nécessite plusieurs décisions qui impliquent de réfléchir à travers des arbres de décisions complexes. Imaginez, j'ai 10 planètes par sujet, puis j'ai 211 sujets. Ça fait 2110 comparaisons pour l'étude. Mais j'ai créé un outil linguistique pour nous aider à effectuer ce travail de manière automatisée, qui est un évaluateur astro-bio. Le voilà. Ben, ça, c'est un extrait de cet évaluateur, c'est la page d'analyse. Ici, à droite, vous avez les mots-clés biographiques en ordre alphabétique. On ne voit pas les mots biographiques, psychologiques de Soleil à Pluton, mais on voit les scores, leurs scores, parce qu'il va les chercher sur une autre page. Prenons un exemple pour faire comprendre l'idée. Bon, d'abord, observons que la planète qui l'emporte, c'est Uranus, avec un score de 0,6551, ici, en rouge. 1. La planète qui arrive en deuxième, c'est Mars, 0,6391. La planète qui arrive en troisième, c'est Saturne, 0,6256. Donc, vous avez nommé à l'œil, intuitivement, les 3 planètes qui connectaient le mieux. Et là, on ne parle pas de son thème astrologique. On ne sait pas où ils sont. Là, je veux dire. Juste, si on prend le portrait avec Uranus, le portrait avec Mars, le portrait avec Saturne, vous avez raison, vous avez détecté les 3 gagnants, qui sont presque ex aequo. Vous l'avez vu à l'œil nu. Dans le cas d'Hitler, c'est parce qu'on connaît bien sa personnalité, puis c'est une personnalité extrême, mais il y a des cas qui sont plus difficiles et plus ambigus. Bon. Maintenant, le mécanisme, comment je calcule le score? Bien, prenons un exemple. Si je regarde dans Uranus, je vois ici que le manque de compromis, là, si je prends un portrait avec le Soleil, ça ne score pas. Avec la Lune, qui n'est pas un trait lunaire, mais sa Lune à lui, en Capricorne, etc., connecte un peu avec le manque de compromis, avec une cote de 0,3. Avec Saturne, 0,4, et avec Uranus, 1,5. Son Uranus, dans sa carte, avec les aspects qu'il fait, score à 1,5. Donc, et à la fin, on va faire la somme de toute la colonne, beaucoup plus loin, là, ça descend avec une centaine de mots, et j'arrive à 0,6551 qui l'emporte. Donc, ça valorise qu'il y a beaucoup de valeurs différentes de 0, et surtout les plus grosses valeurs qui sont en haut de la liste. Voici le thème d'Hitler qui a été demandé. On voit son thème, on se demande quelle pourrait être sa dominante. Là, on se pose le vrai problème de dominante d'un point de vue purement astrologique. Ça, on se fait tout simplement au critère de l'angularité de Gauquelin. Uranus, en maison 12, conjoint à l'ascendant, maison 12, ou Saturne, conjoint au MC. C'est les 2 planètes qu'on a retenues. Mars est moins évident. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On remarque, par exemple, qu'Uranus n'est pas maître de l'ascendant. C'est Vénus qui est maître de l'ascendant. Il y a bien d'autres critères aussi à considérer, comme on va le voir dans quelques minutes. Dans notre échantillon de 211 sujets, voici des cas extrêmes de dominante biographique pour chacune des 10 planètes. J'ai pris les cas les plus extrêmes. Comment j'ai fait? J'ai considéré des cas où le score de la planète choisie en premier, biographiquement, comme dominante biographique, se détache nettement des autres. Il y a un bon premier, là, très loin du deuxième. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté dans la biographie. Et c'est des cas plus faciles, évidemment. On peut leur faire confiance. On peut faire confiance au verdict biographique pour la dominante parce qu'il y a moins d'ambiguïté. Les voici. Alors, on a Berlusconi, le leader italien, là, Churchill, Bill Clinton. Alors, ils ont des dominantes, mais ce ne sont pas forcément les dominantes génériques. Par exemple, Berlusconi, c'est Jupiter. Et Berlusconi est corrompu, dépensier, tout ce qu'on voudra. C'est un Jupiter dissonant. Mais ça aurait pu être autre chose. C'est son Jupiter dans sa carte, avec ses aspects. Alors, on va faire exactement ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire. On va faire du Hemingway. Je vais vous demander rapidement si vous avez des flashs. Est-ce que vous savez, par exemple, Élisabeth II, quelle devrait être sa dominante, d'après sa personnalité? Une dominante assez évidente, dans le cas d'Élisabeth. Allez-y, n'importe quel. Dieudonné, Claudia Cardinal. On a déjà... Élisabeth II, oui. Oui.
Tout à fait. C'est le sujet le plus saturnien qu'on a quasiment. Ensuite. Trump, on parle de Mars-Soleil. Absolument, tout à fait. Exactement ce qu'on trouve. Kennedy, une autre proposition, Vénus. Il est haut, oui, c'est sûr qu'il y a un Vénus de séduction, mais je pense que c'est Mars finalement. N'oubliez pas que c'est un héros de guerre et tout. Steve Jobs, on me parle de Jupiter, mais moi, personnellement, je pense à Uranus pour Steve. Oui, c'est Uranus. Oui, c'est Uranus. On a aussi pour Dali, Uranus. Absolument, oui. Pour Angela Merkel, Saturne. Oui. Freud, Pluton. Absolument. OK. Ensuite, j'ai Cohen avec Lune, Vénus, Neptune. Oui, exactement. Non, mais c'est parce qu'on connaît bien la signification de nos planètes. Oui, exactement. Puis j'ai pris les cas extrêmes. Par exemple, vous allez être surpris, Greta Garbo, on pourrait penser Vénus. Mais non, Greta Garbo, célibataire, recluse, qui refuse d'accorder des interviews, qui est terrorisée par les journalistes et les paparazzis, c'est Saturne. Est-ce que Trump, il y a de l'Uranus aussi? Oui, mais exactement. Soleil, Mars, Uranus. Tantôt, quelqu'un a dit Soleil, Mars, c'est les trois plus hauts. Le Soleil. Okay. Che Guevara, Uranus, Mars. Exactement. Les réponses. Il y a plein de réponses. Cohen, c'est Neptune, et Vénus, mais c'est Neptune. Bonaparte, Pluton. Churchill, c'est un Uranien. Hein? Bill Clinton, c'est Vénus. Je dis ça parce qu'il a été question tout à l'heure pour Kennedy, mais pour la même raison, Clinton, c'est Vénus. Dali, Uranus, Marlène Dietrich, etc. Ah, Merkel, je m'excuse, on a dit Saturne, c'est plutôt Pluton. Mitterrand, Saturne. Obama, Jupiter, Margaret Thatcher, Saturne. Orson Welles, l'enfant terrible de Hollywood. Uranus. Marguerite Yourcenar, Vénus. Donald Trump, Mars, etc. Maintenant, avant de bâtir le système, il fallait valider individuellement les règles. Le premier travail, c'est de prendre les 42 règles une par une avant de construire un modèle qui va regrouper des règles et de les tester chacune individuellement pour voir lesquelles tiennent la route. Ça veut dire quoi, ça? Comment on va faire pour évaluer les règles individuellement? Bien, il faut voir, est-ce qu'il y a des règles qui permettent de faire mieux que le hasard? Qu'est-ce que j'entends par mieux que le pur hasard? Eh bien, pour déterminer la dominante, supposons que j'ai un seul essai, parce que je pourrais me donner plus. C'est un peu comme du tir à la cible. Quand je tire à la cible, j'ai des flèches, puis j'ai des bullseyes, des cibles. L'idéal, c'est que je tire une flèche et j'atteins la cible, une cible. Mais je pourrais aussi me dire, je tire une flèche et je me donne deux possibilités biographiques, ou même trois, parce qu'il y a du flou dans les biographies. Tantôt, par exemple, vous allez dire biographiquement, Trump, c'est Soleil, Mars, Uranus. Les trois réponses sont acceptables, ils sont proches. Alors, avec une cible, c'est pas assez, mais si je prends trois cibles, puis je tire une flèche, autrement dit, mon modèle dit la dominante, c'est Uranus, j'ai gagné. Si je dis la dominante, c'est Mars, j'ai gagné. Si la dominante, c'est Soleil, j'ai gagné. Une flèche, je peux tirer deux flèches aussi, la dominante et la sous-dominante. Je peux tirer trois flèches, je peux aller plus loin que ça. Donc, tout ça, c'est des combinaisons différentes. Pour tester les règles individuellement, j'ai dit, OK, on va y aller simple, on va tirer une flèche, une cible. Si j'ai une flèche, une cible, il y a 10 planètes, j'ai une chance sur 10 de tomber dessus au hasard. Donc, je dois battre 10 %. Autrement dit, si je regarde mes 211 sujets, une règle me paraît intéressante, ça fait mieux que 21. Pourquoi 21? C'est 10 de 211. On est capable de mesurer à partir de quand faire mieux que le hasard veut dire quelque chose. Donc, je vais considérer qu'une règle individuelle tient la route si elle fait significativement mieux que 10 %. Donc, mieux que 21 succès. Je peux même mesurer avec les statistiques, ça veut dire quoi faire mieux? À partir de combien ça devient impressionnant ou acceptable? Je ne vais pas rentrer dans ces détails, évidemment. Donc, à l'aide des 211 personnalités, on a testé 42 règles, une par une, puis on a été agréablement surpris. Alors là, je vous le dis, c'est extraordinaire. En effet, dans presque tous les cas, à une exception près, les règles validées, les 18 règles sur 42 qui ont été valides statistiquement, qui faisaient mieux que le hasard, sont précisément celles qui nous semblaient les plus plausibles a priori, compte tenu des principes énoncés précédemment, entre autres le fameux principe de fugacité. Autrement dit, le domicile, le maître du soleil, le maître d'un amas, ça n'a pas sorti.
Ce ne sont pas des facteurs fugaces, ce n'est pas moi qui ai décidé. La beauté, c'est que la statistique est venue confirmer le bon sens astrologique qu'on pourrait appeler la tradition. Ça me jette en bas de ma chaise. Et entre autres, le maître de l'ascendant, qui est un facteur fugace, il est sorti très, très fort. Jamais j'aurais pensé ça. Ça m'enlève des préjugés. 18 règles tiennent la route. Les voici. En jaune, le maître de l'ascendant, le maître du descendant. C'est à ma grande, grande, grande surprise. Jamais j'aurais regardé ça. Il est aussi significatif que le maître de l'ascendant. Autrement dit, c'est l'axe. Comme moi, je suis ascendant Verseau, c'est Uranus, mais ça donne des points à soleil aussi, qui est le maître du lion. En jaune pâle, ils sont moins fortes, les règles. Alors, Placidus 12, Placidus maison 1, Placidus 10. Maison cadente, 9, centrée. L'idée de Vital, c'est le pic dans la maison 9, jaune foncé, très fort. Placidus 4, 7, premier tiers. Aspect majeur à l'ascendant. À l'ascendant, au MC secondairement, à la Lune, mais pas au Soleil. Autrement dit, quand je fais le calcul, j'obtiens un nombre de succès supérieur au hasard avec la Lune, mais pas les aspects au Soleil. Fugacité. Ici, conjoint opposé au milieu du ciel, conjoint à l'ascendant, moins fort, conjoint au MC. On voit que le MC l'emporte ici. Minimum 5 aspects, c'est-à-dire les planètes qui font plus que 5 aspects ptolémaïques classiques. On a appelé le facteur Vital, c'est Vital qui a trouvé ça, et ça a plein de bon sens. C'est l'activité, c'est-à-dire beaucoup des planètes qui font beaucoup d'aspects. Je l'ai testé également, ce facteur-là, en incluant les 45 et les 135, et non, ça ne marche pas. Ça aurait pu marcher, ça ne marche pas. Et j'ai dit, on va regarder juste les 0, 90, 180. Ça marche, sauf que si je prends les deux facteurs dans le modèle, le 0, 90, 180, il ne sort pas. C'est 5 aspects qui ramassent tout dans le modèle. La hauteur minimale diurne, c'est-à-dire près de l'horizon, oui. Les mi-points directs, ici, par exemple, les mi-points qui impliquent la Lune, oui. Et ainsi de suite. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Voici les 18 règles qui tiennent la route, classées en ordre d'importance décroissante relative d'après les résultats obtenus au test initial. La règle qui sort la plus forte, là commencez à faire marcher votre calculette. La règle qui sort la plus forte, c'est les planètes qui font un aspect majeur à la Lune. Ça a plein de bon sens, d'après ce qu'on a lu sur la fugacité. Ça se défait vite, un aspect à la Lune. Je n'aurais jamais pensé ça. Le deuxième facteur le plus fort, c'est le maître de l'ascendant. Ce n'est pas une superstition, ce n'est pas, comme je le croyais, une croyance. Ça marche, le maître de l'ascendant. Pas tout seul. C'est un facteur hyper important. La hauteur minimale diurne, oui, mais finalement, dans le modèle final, on n'en aura plus besoin. Conjoint opposé au MC. Mi-point qui implique la Lune. Ça aussi, ça va tomber. Aspect majeur 0,90, 180. Mais aspect majeur, 5 aspects ptolémaïques, meilleur encore, il va sortir plus fort. Conjoint au MC, Placidus 9, centré plus ou moins 5, et aspect majeur à l'ascendant. Le maître du DS, il est là. Maison Placidus 1, maison Placidus 12. On sait que c'est fort. Placidus 10, mi-point direct, etc., conjoint à l'ascendant, etc. Et là, ensuite, c'est remarquable pour moi d'observer que les règles trouvées par pure analyse statistique respectent toutes exactement le principe de fugacité énoncé par Barbeau. En effet, chacune de ces règles n'opère qu'un temps limité pendant une journée pour appuyer la dominante planète. Et il y a plein d'autres règles qui auraient pu sortir et qui n'ont pas sorti. J'en reviens pas. C'est le fun quand les statistiques confirment ce qu'on sait déjà par la pratique et l'observation. Maintenant, il reste à calculer le poids des règles. À partir de ces 18 règles qu'on a retenues, on va développer un modèle complet de détermination de la dominante en attribuant des poids à chacune des règles. C'est le modèle final. Alors là, malgré toute la critique que je vous fais depuis le début contre les modèles avec des coefficients numériques, je vous ai critiqué ça depuis le début, j'affirme qu'il est malgré tout possible d'attribuer des poids numériques aux règles. Mais voyons, comment ça? Attention, il ne s'agit pas d'attribuer des poids aux règles de façon arbitraire, comme on l'a vu, comme si on était le bon Dieu qui décide de tout.
c'est faisable à condition de s'y prendre autrement. C'est possible à l'aide d'un calcul d'optimisation. Optimisation, ça veut dire qu'on cherche le mieux. On cherche une méthode qui va nous donner le plus grand nombre de succès, qui va trouver la meilleure combinaison de coefficients, qui donne le maximum de succès possible par rapport aux 211 dominantes planétaires biographiques. L'outil qu'on a utilisé, il est ici. Donc, vous avez tout le travail de Vital avec les tableaux. Vous avez le modèle final ici, et on voit que le plus gros coefficient, ça a été, j'ai appelé le facteur vital, les 5 aspects majeurs. Le mètre de l'ascendant ex aequo avec le mètre du descendant de poids 9. Ici, la Lune, poids 9 aussi, les aspects à la Lune. Placidus 12, ça a bien de l'allure. Oui, Placidus 12, Gauquelin nous dit que c'est ce qu'il y a de plus fort. Placidus 9, oui, mais centré. Autrement dit, on est allé chercher le pic avec le plus ou moins. C'est pas moi qui ai décidé ça, là. Il y a un calcul dans Excel, avec un solveur. Il y a un calcul qui va trouver les meilleurs coefficients pour optimiser, pour avoir le plus grand nombre de succès possible. Et finalement, l'aspect majeur à l'ascendant. Et tous les autres facteurs, là, le mètre du milieu du ciel, mètre du soleil, mètre de la lune, mètre d'un signe avec un mât, maison, il y en a des facteurs, là, ils n'ont pas sorti. Et si on regarde les résultats, bien, il faut comprendre une chose, je le répète, c'est que ce qu'il y a dans la colonne D, qui est la solution, c'est ça le modèle. Autrement dit, le modèle, c'est ce que vous avez devant les yeux. C'est juste ça. Ça a l'air simple, hein? Mais ça performe. Juste ça, là, c'est pas moi qui les ai déterminés. C'est un calcul d'optimisation. Même si je m'appelle God, je ne suis pas le bon Dieu. Godbout. Ces coefficients sont calculés pour obtenir une combinaison qui donne un maximum de succès pour les 211 sujets à l'étude. En considérant seulement une planète comme dominante, le modèle qui a été calculé, alors regardez bien, je vous montre les résultats. Alors, du côté gauche, de A à K, c'est la partie biographique. Par exemple, l'abbé Pierre, biographiquement, si je prends ces mots, c'est la Lune qui l'emporte, qui était près du peuple, des gens. Suivi de Mars, c'est un combatif. Suivi de Vénus, l'amour, etc. C'est pas moi qui ai décidé ça. Chaque sujet a sa dominante. Salvatore Dali, tout à l'heure, vous avez dit Uranus. Vous aviez raison. Biographiquement, c'est Uranus qui sort en premier. En deuxième, la Lune. En troisième, Vénus. J'ai retenu les 3 premiers. Coluche, c'est Mars. Suivi de Vénus. Suivi de Pluton. Bill Clinton, Vénus. Suivi de Jupiter, suivi de Soleil, suivi de Mars, et ainsi de suite. Ça, c'est la cible, c'est les cibles. Une cible rouge, si j'en prends 2 bullseyes, c'est rouge et orange. Si je prends 3 bullseyes, c'est rouge, orange, vert. Qu'est-ce qui détermine si j'en prends 1, 2 ou 3? C'est le nombre que je mets ici. Là, j'ai mis en max 3, ça veut dire que j'ai 3 bullseyes, 3 cibles possibles. Je me donne du jeu parce que les biographies, il y a un certain flou. Ici, un essai, c'est une flèche. Je veux que ce soit la première planète qui marche. 2 essais, 3 essais. Alors, je me suis concentré sur 2 essais. Souvent, on travaille avec dominante et sous-dominante. Et regardez-moi la beauté des résultats. Pour les 211, là, c'est super important, je vais prendre mon temps. Alors, regardez bien. J'ai 211 expériences. Mettons que je prends une planète, un essai, avec 3 bullseyes, 3 cibles, et 3 cibles biographiques. Sur 211, j'ai 113 succès, c'est-à-dire que j'ai un taux de succès de 53,6 juste avec une planète. Alors que, normalement, je m'attends à 3. 3 planètes, c'est 30 %. Au lieu de 30 %, j'ai 53,6 %. La fréquence espérée peut-être 63, qui est 30 % de 113, puis au lieu de 63, j'ai observé 113. Si je prends 2 essais, ce qui est honorable, la dominante ou la sous-dominante avec le modèle, j'ai 158 succès sur 211, c'est-à-dire 75 %. Alors, ma fréquence espérée peut-être 53 %. Je m'attendais à 112, j'en ai eu 158. Évidemment, on est loin de la perfection désirée de 100 %. On peut se demander comment ça se fait que c'est pas meilleur que ça. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de choses qui jouent contre nous. À commencer le flou des biographies, le manque de fiabilité des heures de naissance,
même avec des AA. On se souvient que 10 minutes d'erreur, ça change une dominante. Au final, on se retrouve donc avec un modèle comportant 8 règles. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est un petit peu technique. Pour ceux qui connaissent les mathématiques, la p-value, c'est le test ultime. Ça mesure la rareté d'obtenir un tel résultat si c'était du pur hasard. Si tu dis, par exemple, j'ai obtenu un résultat, là, c'est comme si tout ça était un chaos aléatoire, un pur loterie, j'avais juste une chance sur 1000 d'observer ça. C'est impressionnant. Regardez ici, la p-value que j'ai là, moins 13. Moins 9, c'est une chance sur 1 milliard. Moins 6 millions, moins 9 milliards. Moins 12, c'est 1000 milliards, le billion. Là, je suis à moins 13. Ça veut dire que c'est des p-values qu'on ne voit jamais dans la recherche. C'est extraordinaire. On a la certitude qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, je me retrouve avec un modèle à 8 règles seulement. Et ça aussi, je suis content, parce qu'au départ, les premiers modèles que j'ai faits, j'avais 11, 14 règles. Pourquoi je suis content qu'il y en ait moins plutôt que plus? Habituellement, un système va se vanter d'avoir beaucoup de règles. On est fin, on est subtil. Il y a un principe en science qu'on appelle le rasoir d'Occam. Modernement, on l'appelle le principe de parcimonie. C'est qu'une bonne théorie doit s'appuyer sur un nombre petit de postulats. Par exemple, la géométrie d'Euclide, il y a 5 axiomes, 5 postulats, et on déduit toute la géométrie. Donc, c'est le principe d'économie. Moins il y a de règles, d'une certaine façon, plus c'est élégant et fiable. Et je vois bien que peu de gens sont entraînés pour penser comme ça. Donc, 8 règles, je suis vraiment content de ça, puis les règles tiennent la route en plus. Les poids que le modèle de la dominante planétaire certifiée attribue aux règles mettent en évidence leur importance relative. On se souvient que le poids le plus élevé, c'était 10. Considérons maintenant les règles en ordre d'importance d'après ces critères de poids. Bien, les voilà. Ça, c'est le modèle. Ceux qui en feront la demande, je vais vous donner un courriel tantôt, je vais vous l'envoyer, je vais vous envoyer un texte et vous allez avoir ce modèle-là. La beauté de ça, c'est, et je vous le dis, pour moi, c'est beaucoup plus convaincant qu'il soit simple. Ce qui est important, c'est qu'un modèle aussi simple soit aussi performant. 5 aspects. C'est facile à regarder. Quelles sont les planètes qui font 5 aspects et plus? Je n'inclus pas le nœud lunaire, mais les aspects aux angles, oui. Le mètre de l'ascendant, c'est facile. Le mètre du descendant, ça, c'est le facteur qui est le plus douteux. Quand je vais être rendu à 1000 cas, s'il est encore là, mais je pense qu'il va tenir la route. Je l'ai mis. Aspect majeur à la Lune, Placidus 12, Placidus 12, tout simplement, facile. Placidus 9, centré, pour avoir le pic. Placidus 4, 7, premier tiers, et aspect majeur à l'ascendant. Bingo. Avec les orbes que je vais vous donner si vous m'écrivez. Vital et moi, on va vous envoyer de la documentation en vous donnant les orbes et tout. Quelles sont les règles à respecter? C'est simple. Pas besoin de se référer à des calculs compliqués et ça marche. Tantôt, j'ai fait une analyse sur le système de Jean-Pierre Nicolas en disant que ça ne tenait pas la route. Mais on peut aussi le vérifier expérimentalement. Alors, le site français Astrothème, qui est excellent, propose une méthode très approfondie pour faire le calcul de la dominante planétaire. On sait qu'il y a 61 000 sujets documentés sur le site d'Astrothème. Il donne le diagramme complet de la valorisation des 10 planètes pour les 61 000 sujets. Donc, si on prend les 3 premières planètes de leur diagramme, c'est les dominantes et les sous-dominantes. Pour tester le modèle, Vital a donc entrepris la tâche d'identifier les 3 premières dominantes pour les 189 célébrités qu'on avait à la fois dans notre étude et dans Astrothème. Voici les résultats. Alors, vous avez l'abbé Pierre ici, le diagramme en bas ici de Astrothème, Agnelli, Astrothème, Astrothème, Astrothème. Alors, si je m'arrête, disons, à Jacques Chirac. Jacques Chirac, d'après l'Astrothème, c'est cette planète-là qui arrive en premier, donc Soleil. Vital écrit Soleil. En deuxième, c'est la planète Uranus, ici. Regardez, elle est deuxième. En troisième, c'est ici, la planète Jupiter. Et voici les résultats. Alors, le grand total, 1 essai, 2 essais, 3 essais, comme tout à l'heure. Avec un essai, toujours ici, rang max 3, c'est toujours les mêmes Lune, l'abbé Pierre, Lune, Mars, Vénus. C'est toujours la même chose à gauche. Les biographies. Donc, on vérifie avec la même chose. Alors, ici, j'ai 58 succès. Mon espérance était de 56,7. Autrement dit,
j'avais une probabilité de succès de 30 puis on a obtenu 30,7. Tout à fait le hasard. J'avais une probabilité ici à 2 essais de 53,3, j'ai obtenu 56,6, proche du hasard. Pas significatif. Pas du tout significatif. Si je réduis à 2 ici, autrement dit, frapper les 2 cibles, j'enlève, par exemple, pour l'abbé Pierre, j'enlève Vénus, je garde juste Lune et Mars. Les 2 premiers, ça devient légèrement significatif, même si je garde le premier. Mettons, il faut tomber sur le premier. Ah, ici, j'ai quelque chose d'intéressant, là. Très intéressant, et c'est ce qu'on voit ici. 49 succès, alors que je m'attendais à 37,8. Je m'attendais à 20 puis j'ai 25,9. Ça, c'est légèrement significatif. Ça pourrait être même publiable dans une recherche. Il y a 2 de chance d'obtenir ça. Ça montre probablement qu'il y avait quand même un bon choix de règles et que même s'il y en a trop, que les poids sont trop arbitraires, il y a quand même quelque chose de valable dans ce qu'ils ont fait, avec une méthode apparemment beaucoup plus raffinée et sophistiquée que le modèle que je vous propose, mais c'est beaucoup moins performant. Évidemment, on peut remettre en question toute l'approche biographique, mais je vous répète, le mieux est l'ennemi du bien. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais c'est un indicateur puissant. Et il reste la partie pratique. On va revoir le modèle. C'est ça, là, qui est le modèle final. On va voir le calcul en action. 2 exemples. Premier exemple, vous avez ici le thème de John Kennedy. Bon, là, on peut se poser toutes sortes de questions sur la dominante. On va aller vite. Pourquoi c'est Mars? Regardez Mars. Il n'est pas dans une position Gauquelin forte, mais regardez le nombre d'aspects que Mars reçoit et fait. Entre autres, Mars fait un trigone à la Lune. Donc, on a déjà 2 critères. Et si on applique la méthode, ça donne ça. C'est le genre de petit tableau que vous pouvez vous faire. À gauche, ici, vous mettez les règles dans l'ordre, les 8 règles avec les poids. Puis ici, le tableau est vide, il est vierge. Je pense qu'on le fournit, Vital, il y en a fait un qu'on vous donne. Et là, on voit par exemple que Mars fait 5 aspects plus, mais il y a Mercure aussi, il y a Jupiter. Alors, vous mettez un qui va finalement, sur un-là, va compter pour 10 à la fin. Ensuite, le maître de l'ascendant, mais son ascendant, c'est Balance, donc c'est Vénus. Donc, son descendant, c'est Bélier, donc c'est Mars. Des aspects à la Lune, Mercure, Vénus et Jupiter font des aspects à la Lune, mais vous écrivez un. Il n'y a pas de question d'ordre, puis tout ça. Puis on prend tous les aspects. 5. Placidus 9. Il y a Pluton, effectivement. Pluton est en Placidus 9, centré. C'est tout. Il n'y a rien en 12. Donc, et là, vous tirez la manivelle. Comment vous faites? Bien, vous dites, par exemple, pour Mars, je vais vous le montrer, c'est 1 fois 10. Donc, si ici, ce 1-là vaut 10, ce 1-là vaut 9, vous écrivez 9. Ce 1-là vaut 9, vous écrivez 9. Vous faites la somme, ça vous donne 28. 28 arrive au premier rang. Mars a gagné. Vénus arrive en deuxième, avec un total de 21. Il est quand même assez loin. Et Mercure arrive en troisième, avec un total de 19. Et on voit le pourcentage ici du total. Mars est nettement plus fort, 26 contre 19 et 17. Si on compare avec la biographie, ça c'est l'extrait de ce que je vous ai montré tantôt, on se souvient que biographiquement, c'était Mars, suivi de Vénus, suivi de Mercure. Et à droite, ici, on a trouvé exactement Mars, Vénus, Mercure dans l'ordre. Évidemment, je l'ai choisi pour vous impressionner. On a exactement les 3 bonnes planètes dans l'ordre. Si je fais le portrait avec Mars, Vénus, Mercure, en cliquant des doublons pour Mars, Vénus et Mercure, eh bien, ça me donne ce que vous avez à l'écran, que je trouve un assez bon portrait de Kennedy, la détermination, ténacité, fermeté, entêtement, jugement, il était très intelligent, décision, sentiment, circonspection critique, réalisation, l'assurance. Ici, on a à gauche les qualités d'homme d'État. Un intérêt pour l'art, violence, courage, c'est quand même un martien. Et on a tout de suite la séduction, évidemment, les aventures amoureuses, l'infidélité, coup de foudre, tromperie, coquetterie, activité mentale énorme. On sait qu'il y avait une rapidité mentale incroyable. C'est un lecteur rapide. Le portrait est vraiment meilleur que si on fait le portrait flat avec toutes les planètes de poids égaux. Maintenant, voici le thème de Jacqueline Kennedy. Alors, Jacqueline Kennedy, on s'attend à quoi? Mondanité, les arts, elle aimait beaucoup les arts, elle avait énormément embelli, évidemment, la Maison-Blanche à coups de millions. Là. Voici rapidement le même tableau, mais c'est pour Jacqueline Kennedy. Et Pluton arrive
premier, suivi de Vénus. Vénus, ce n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que Vénus, ici, fait émettre du descendant. Il fait un aspect majeur à la Lune pour 18 points. Et Pluton est plus fort parce qu'il est maître de l'ascendant. Il est en aspect à la Lune et il fait également un aspect majeur à l'ascendant pour 3 points. On fait le total 21. Pluton arrive premier. Vénus, pas loin, 26 23 et la Lune plus loin. Alors, j'ai pris les deux premiers, Pluton et Vénus. Si on remarque son modèle, Vénus, biographiquement, arrivait premier, comme vous auriez pu le deviner. Pluton arrivait deuxième, biographiquement. Ici, regardez, j'ai deux succès. J'ai Pluton et Vénus qui était au premier rang. Ça me donne des succès. Voici le portrait que ça donne pour elle. Passion, amour, enthousiasme, art, sensibilité, etc. Frivolité, plaisir, légèreté, luxure, flirt, aventure amoureuse, etc. On n'a pas le temps de regarder ça en détail, mais c'est un portrait qui est nettement supérieur au portrait si toutes les planètes étaient égales. Maintenant, ce que vous allez en faire de Pluton, Vénus, si vous n'avez pas Mastro, ça peut être extraordinaire quand même. Si vous savez que la dominante, c'est Pluton, Vénus, même si vous n'avez pas Mastro et que vous n'arrivez pas à un portrait écrit comme ça va vous guider dans votre analyse. Vous allez privilégier ce que vous voyez, les aspects que vous voyez sur Pluton et Vénus. Donc, vous allez être plus près de la cible. Pour terminer, en vrac, des portraits avec dominante. Alors, très, très rapide. Leonard Cohen. Le système trouve Neptune-Vénus, ce qui colle à la biographie. Inquiétude, émotivité, pressentiment, doute de soi, timidité, difficulté, imagination, obsession, utopie, créativité, art, inspiration esthétique, sensibilité, rythme, beauté, détachement. Il a vécu, vous savez qu'il a vécu 5 ans dans un monastère bouddhiste. Dévouement, erreur, utopie, illusion, hypersensibilité, nervosité, amour, sentiment, détachement, dévouement, audace, agitation, douceur, dévouement, imprudence, refoulement, vanité, intuition, empathie, contemplation, mysticisme. Ensuite, Barack Obama, Jupiter, Mercure, Uranus, c'est un orateur absolument incroyable, puis d'une drôlerie, extraversion, sociabilité, loquacité, tout à fait. C'est majeur chez lui. Et on voit même son problème d'alcool ici, qui était disparu au moment de la présidence. Vous avez Picasso, Pluton, Soleil, libido, évidemment, il est bien connu pour ça, érotisme, etc., mais aussi l'art, évidemment, sensibilité, esthétique, beauté, musique, etc. Et ensuite, on a Donald Trump pour terminer, Soleil, Mars, Uranus, tel que vous l'avez dit tantôt. Vous avez dit ça biographiquement, et c'est le modèle trouve exactement ce que vous avez là ici, c'est le modèle, ce n'est pas biographique. Soleil, Mars, Uranus sont, si on applique les 8 règles sur le thème de Trump, ça sort Soleil, Mars, Uranus dans l'ordre. Et évidemment, ça va nous chercher le personnage avec l'instabilité, l'agitation, le dynamisme, etc. Et voilà, c'est terminé. Auteur de recherche, Vincent Godbout, Vital Coron, qui est ici présent. Vous pouvez prendre en note le courriel où vous pouvez nous écrire pour demander la documentation complémentaire si vous voulez avoir le modèle, pour vous amuser avec, c'est bon de l'avoir. En même temps, vous pourrez nous mentionner si jamais vous voulez vous rendre disponible pour répondre à un questionnaire ou vous connaissez des gens qui seraient prêts à répondre à un questionnaire parce qu'on va probablement poursuivre notre recherche éventuellement avec des questionnaires. Mais la principale raison de nous écrire, ça serait de recevoir un document dans plus que 20 pages pour vous guider. Et ça a été un plaisir. Je m'excuse d'avoir dépassé mon temps. J'avais beaucoup de choses à vous dire. On va conclure là-dessus, Vincent. Merci. Quelle passion, mais on apprécie aussi beaucoup ta rigueur. Tu as battu nos records en termes de participation. Non, donc, tu vois, même si on est en journée d'éclipse, ça marche pareil. Encore merci, Vincent. Merci à tous pour votre écoute, pour votre présence et Vincent, il y a plein de beaux commentaires. Il y a Sébastien Michel qui était content d'être revenu parce qu'il t'a entendu il y a 2 mois. Puis, effectivement, il apprécie vraiment, ça valait la peine de t'entendre à nouveau 2 mois plus tard. Oui. Donc, je vous souhaite une belle après-midi pour les Québécois. Puis une bonne nuit, pratiquement pour les Français. Et merci à Vital. Vital, vraiment, j'apprécie, c'est le fun. Fait que, on souhaite une belle journée à tous et on termine là-dessus.